C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 19e épisode du balado Une invention sans avenir, le podcast qui, comme tous les mois de mai, n'est pas à Cannes, mais vous parle quand même de cinéma, de politique et bien plus encore. Et oui, chaque année, le Festival de Cannes, ça nous énerve un peu. Alors laissez-moi poser une hypothèse de début d'émission. Les gens de gauche diront que c'est un épisode vraiment vénère et super engagé. Les gens de droite diront que c'est parce qu'on a le seum de pas avoir des accréditations. C'est vrai. Ce à quoi je réponds quand même que personne d'entre nous n'a cherché à avoir d'accréditation à ma connaissance, en tout cas. Je serai aujourd'hui votre délégué général et je vous présente mon président du jury, celui qui ne fait pas son festival à Cannes, mais à Caen, où il travaille. C'est meilleure ambiance quand même. Raph est avec nous. Salut Raph. Salut Robin. En ce moment, je fais surtout le festival à Lyon parce que j'étais aux Nuits Sonores. C'est vachement plus cool que Cannes. J'ai menti quand même, Raph, t'es président de rien du tout. C'était juste pour la métaphore. Non, voilà, rien du tout. Mais après, si vous voulez, je suis dispo pour assurer un poste de président de ce que vous voulez. Vous me contactez. Il est là, il est dispo. Raph, aujourd'hui, on est en compagnie de 3 femmes, c'est-à-dire autant que le nombre de femmes qui ont eu la Palme d'Or depuis la création du festival. Et encore, si on compte Jane Campion ex-aequo et Agnès Varda Palme d'honneur, voilà, c'est pour brosser le tableau. Du coup, je suis en train de me demander qui est qui dans les 3. Tout le monde veut être Varda. De la chaîne YouTube Vidéodrome, salut Sarah. Salut. Et comment vas-tu Sarah ? Très bien, très contente d'être de retour. Eh ben oui, de retour. Moi, je suis très contente que tu sois là parce que, en fait, la première fois que t'es venu, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais en garde d'enfant. Fait que voilà, ça y est, on est ensemble réunis pour une émission. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. De la chaîne YouTube Cinéma et Politique, une habituée de l'émission, Clémentine est avec nous. Salut Clémentine. Salut. Comment ça va Clémentine ? Ça va. Après, je dois dire que depuis quelques mois, mon humeur quand même alterne entre colère, déprime, tristesse, mais je garde quand même mon humour parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent politiquement parlant et il y a de quoi être énervé. Voilà. Oui, mais c'est exactement pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, Clémentine. Je divulgage un peu le programme de l'émission. T'as pas de chronique aujourd'hui, mais par contre, t'es venue t'énerver avec nous. Voilà. C'est un peu ça le principe. Je crois que c'était le deal, non ? Je t'ai dit, tiens, tu veux venir bitcher sur le festival ? T'as dit, ouais, ok, et c'est bon, quoi. Oui. Clémentine est donc avec nous. Et enfin, notre philosophe en résidence est également de retour. Salut Alice. Salut. Comment ça va Alice ? Ouais, ça va. Là, il y a une grosse émulation là, avec le Festival de Cannes. Alors, pas du tout par rapport au film, juste par rapport à toutes les casseroles, parce que là, en ce moment, on se partage 15 trucs par jour sur le Discord, donc Oui, c'est bien dans l'ambiance. Ouais, on a un peu hésité parce qu'évidemment, voilà, on avait déjà fait l'an dernier un épisode un peu sur la cinéphilie pour parler pendant le Festival de Cannes, pour s'énerver un peu. On s'est dit, est-ce que ça vaut le coup ? Puis voilà, je pense que cet épisode devrait refléter un peu les discussions qu'on a en interne dans le groupe, le channel Discord de préparation de l'émission. En plus poli quand même. On va essayer, non ? Oui. Et puis précisons qu'on a enregistré avant la cérémonie de clôture et avant la fin du festival, donc on n'a pas connaissance du grand twist final de cette année. Il y a certainement eu une grosse coupure de courant. Emmanuel Macron a renoncé au pouvoir. Thierry Frémaux a démissionné. Toutes les féministes ont quitté la salle au moment de l'annonce de la palme. Voilà. L'écran a brûlé. Bon, en tout cas, on n'est pas au courant de tout. C'est pas super grave. J'imagine que c'est même un peu ça, l'un des points de cet épisode. C'est que c'est pas grave. J'ai l'impression, en tout cas, la première chronique à propos du Festival de Cannes sera sous le signe du rouge, la couleur du fameux tapis du Festival de Cannes, mais aussi, surtout, le rouge de la CGT. Sarah, tu vas nous rappeler les liens, notamment entre la CGT et le Festival de Cannes. Alors oui, du coup, c'est vrai que le Festival de Cannes aujourd'hui, on va plutôt le voir comme une débauche de luxe, un reflet de l'entre-soi bourgeois, la glorification des fois d'un certain élitisme. Mais à ses débuts, le festival, il a pas du tout été créé pour ça. Enfin, en tout cas, pas seulement. Donc, on peut voir aussi, voilà, depuis le début du mouvement social contre la réforme des retraites, la CGT est présente sur tous les événements. Donc, elle va bien sûr rendre visite au plus grand festival de cinéma du monde. Et surtout, on a tendance à l'oublier, mais la CGT, elle est censée être un petit peu chez elle à Cannes, puisque c'est elle qui a participé à sa création, et pas qu'un peu.
Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie peut-être un peu trop, surtout en ce moment. En fait, c'est un petit peu dans une démarche de résistance que le festival a été créé en 1939. C'était en réponse à la Mostra de Venise. Donc, c'était le festival de cinéma dans l'Italie fasciste. Et le Lion d'Or s'appelait d'ailleurs la Coupe Mussolini dès 1932. Quelle horreur. Le sens du branding, quoi. Voilà, ça existe vraiment. Et bien sûr, ça ne récompensait que des films de propagande italiens ou alors de son allié allemand. Donc en 1938, c'est la 6e édition de la Mostra, donc qui était le premier grand festival de cinéma au monde, et Mussolini exerce une très très forte influence sur les prix qui vont être décernés. Hitler est au pouvoir en Allemagne et lui aussi regarde de très près les films récompensés. Donc malgré la présence d'un jury international, cette édition elle va subir de très grandes pressions de la part des fascistes qui vont imposer leur choix. Et donc seront récompensés 2 films ex aequo. Les dieux du stade de Leni Riefenstahl, la cinéaste phare de l'Allemagne nazie. Donc un film de propagande commandé par Hitler lui-même qui montre les athlètes des Jeux Olympiques de Berlin. Et c'est Mussolini qui va imposer au jury de faire gagner ce film, alors que ces derniers souhaitaient unanimement choisir de faire gagner Autant n'emporte le vent, donc un film états-unien. Du coup, ça convenait pas à Mussolini, un film raciste états-unien? C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est peut-être juste le côté états-unien, sinon il a dû apprécier. Oui, je pense, ouais. Et le second film qui sera récompensé, Luciano Serra Pilote, c'est juste une œuvre qui a été supervisée par le fils de Mussolini lui-même et qui parle d'un héros de guerre qui est réalisé par Goffredo Alessandrini. Donc qui lui aussi est un cinéaste qui était très reconnu par le gouvernement fasciste. C'était aussi plus ou moins officiellement le réalisateur du régime de Mussolini. Donc voilà, vraiment des choix très clairement qui ont été imposés. Et en plus, il paraît que c'est super nul ce film sur le pilote là, que c'est vraiment parce que c'est le fils de Mussolini que personne n'osait rien dire, mais que c'est super à chier quoi. Alors c'est vrai que j'ai lu qu'il y avait des très très bonnes critiques, on va dire, sur autant le film nazi, mais effectivement sur ce film-là, celui-là, juste j'ai pas vu personne n'a osé. Tout le monde s'en fiche. Et d'ailleurs, à cette même édition, du coup, la 6e, cette même année, il y avait le film de Jean Renoir, La Grande Illusion, donc qui, évidemment, n'a pas du tout plu au régime italien. Et donc, c'est encore une fois Mussolini en personne qui interdit qu'il soit récompensé. Donc, pendant cette Mostra, le membre du jury français, c'est Philippe Erlanger. Et lui, il a l'idée de répondre à cette édition de la Mostra de Venise en créant un autre festival de cinéma international. Donc lui, il est directeur de l'Association française d'action artistique qui travaille pour le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Donc il va proposer cette idée à Jean Zay, qui est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, qui va accepter l'idée. Et donc l'idée de ce festival, à la base, c'est quand même un geste antifasciste. Et c'est la possibilité de présenter, de voir, de récompenser des films librement. Et voilà, donc faut pas oublier aussi que ce festival, c'est quand même un enfant du Front populaire. Donc en 1939, la première édition du Festival de Cannes va être annulée puisque la Seconde Guerre mondiale commence, mais ils vont pas lâcher le morceau. Et donc à la fin de la guerre, en 1946, le festival peut enfin avoir lieu. Et donc c'est vraiment là que la CGT va jouer un très grand rôle. Donc en fait, il y a très très peu d'argent puisque forcément on est en sortie de guerre. Donc pour réaliser un événement culturel international, c'est un peu compliqué. Donc il va y avoir de nombreuses personnes syndiquées qui vont travailler pour ce festival, qui est aussi vu comme un engagement militant, puisqu'il y a l'idée quand même de démocratiser le cinéma. Et ils ont notamment construit bénévolement le Palais des Festivals, qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'était le premier palais qui était un très gros monument quand même. Et la CGT, en fait, comme forcément il y avait beaucoup de liens, notamment avec des personnes du bâtiment, etc. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, après leur travail, venaient bénévolement pour construire ce palais. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et ils sont même allés chercher du matériel très très loin. Enfin, il y a eu un investissement vraiment de la part des syndicalistes qui a été monumental. Et c'est pour ça que c'est vraiment en grande partie grâce à eux qu'a eu lieu quand même le Festival de Cannes, pour commencer. Et alors, j'ai lu, mais je suis pas sûre de ma source, mais je vais quand même le dire parce que ce serait vraiment sympa que ce soit vrai, que ce serait des ouvriers qui auraient tissé le premier tapis rouge de Cannes. Oh. Voilà. Mais
Je doute un peu de ma source, mais voilà, faudrait que je vérifie, mais j'aimerais bien que ce soit vrai. C'est vrai qu'on dirait un peu un conte de Disney où il y a tous les ouvriers qui chantent et qui tissent le tapis. Voilà. Et donc la CGT a aussi apporté un grand soutien financier, donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'aide au niveau local de la part des travailleurs qui habitaient à Cannes et ses environs, mais il y avait aussi donc un soutien national financier qui a été très très fort. Et d'ailleurs, donc lors de cette toute première édition, les travailleurs et les travailleuses sont applaudis sur la scène par les festivaliers. Donc, ce qui est très drôle quand on pense à aujourd'hui, du coup. En 1946, le maire de Cannes, c'est Raymond Picaud. Donc, il est socialiste et c'est un ancien résistant. Et le festival va aussi recevoir le soutien de nombreux élus locaux communistes des alentours. Alors après, c'est pas pour ça non plus que c'était forcément un événement qui se voulait totalement populaire. J'ai écouté des archives de Radio France de 1946 qui présentaient un peu le festival. Et déjà à cette époque, on parlait d'invités de marque, que ça devait être un festival sous le signe de l'art et de l'élégance, qu'il y aurait une salle luxueuse, un dîner de gala. Donc il y avait déjà quand même les prémices un petit peu de voilà, ce festival finalement un petit peu réservé à la bourgeoisie. Oui, c'était pas une ZAD non plus. Exactement. Voilà. Exactement. Mais quand même, effectivement, la CGT se disait, c'était un moment aussi où justement les classes populaires étaient de plus en plus intéressées par le cinéma. Il y allait beaucoup, et la CGT a d'ailleurs financé beaucoup de films, etc. et a participé au fait que voilà, les ouvriers puissent profiter de ce loisir. Mais effectivement, le festival, voilà, il est pas non plus à la base. C'était quand même dans l'idée de faire venir des gens du monde entier et qui est quand même un petit peu ce côté starification, etc. Ouais. Mais du coup, quand même, dans cette première édition, on a le film La bataille du rail de René Clément, donc qui va gagner la Palme d'Or, donc qui est un film qui parle de la résistance des cheminots contre Vichy. Donc c'était quand même assez symbolique. Et donc voilà, donc c'est vrai que cette toute première édition, la CGT a été vraiment très très importante. D'ailleurs, si elle n'avait pas été là, on n'aurait peut-être jamais eu de Festival de Cannes. Et ensuite, c'est vrai qu'on a beaucoup moins entendu parler de la CGT dans les éditions qui ont suivi. Pourtant, elle a toujours été présente. Donc, on a eu bien sûr l'édition de 1968 qui a été annulée car le mouvement social était très très fort et quelques cinéastes soutenaient les revendications des manifestants, des grévistes. Donc là, effectivement, la CGT a à nouveau eu un rôle un petit peu mis en avant par le Festival de Cannes. Et après, dans les années 70 et 80, le festival va devenir plus commercial, moins engagé. Et on va commencer à avoir effectivement ce côté un petit peu monde des affaires qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la CGT Spectacle, elle fait partie du comité d'organisation du Festival de Cannes. Et elle compte parmi les membres du conseil d'administration. Le syndicat, il a été reconnu fortement par les organisateurs du festival comme cofondateur. Et voilà, donc Cannes est né dans un contexte de conquête sociale, voilà, le Front populaire, etc. Et pourtant, aujourd'hui, il est vu comme un rendez-vous pour les personnalités du showbiz, un endroit pour faire des affaires, et surtout qui tient à distance toutes les agitations des mouvements sociaux actuels. Donc la CGT, elle est aujourd'hui interdite d'approcher le secteur et toutes leurs actions sont condamnées. Si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu plus sur le sujet du lien entre la CGT, le Festival de Cannes et tout ça, il y a un livre, alors donc que je n'ai pas lu, mais j'ai quand même pour faire cette chronique beaucoup puisé dedans, qui s'appelle L'écran rouge, syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo de Tanguy Perron, qui a l'air très intéressant. Et puis il y a un film, alors que moi j'ai vu il y a un petit moment, mais qui m'a fait penser, j'y ai pensé en faisant la chronique, un film documentaire qui s'appelle PC, le parti du cinéma, qui rappelle aussi quand même le rôle de la gauche, du Front populaire, du Parti communiste, voilà, au moment de la promotion, on va dire, des films, du cinéma, de l'accès au cinéma. Voilà. Eh ben merci, ça remet un peu le débat dans le bon sens là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à qui il serait bon de rappeler que la création du festival, comme tu le disais, c'était littéralement un geste antifasciste. Ouais, tu rappelais quand même, en ce moment là, les manifs sont interdites, enfin les rassemblements autres que le festival sont interdits à Cannes par arrêté préfectoral. C'est vrai que ça fait un petit moment quand même que le Festival de Cannes, effectivement, ils vont jouer l'engagement sur l'écran avec des films plutôt engagés, etc. Mais il faut pas faire de vagues, il faut pas trop déranger. Effectivement, c'est assez terrible que la CGT soit clairement à l'origine
de ce projet-là, et aujourd'hui qu'elle ait plus le droit de qu'on lui cloue le bec, qu'on l'empêche de s'exprimer et de faire de véritables actions, de mener véritablement des grèves, des manifestations, etc. Parce que voilà, maintenant effectivement c'est plutôt le côté business qui compte dans le festival, et c'est terrible parce que oui, effectivement à la base c'était quand même quelque chose d'un petit peu peut-être pas révolutionnaire, mais disons en tout cas qui, voilà, comme on disait, antifasciste, et qui avait un but qui était quand même un petit peu plus noble que celui d'aujourd'hui. Et à l'heure où on enregistre, là, il y a quelques heures, la CGT a réussi à faire couper le gaz dans un quartier de Cannes qui a touché du coup plusieurs hôtels et restaurants et lieux de sortie un peu annexes du festival. Alors je sais pas, être contraint de faire du sabotage sur un truc que tu as toi-même créé 70 ans avant, ou même plus que ça, ça peut être triste, mais bon, du coup, on leur souhaite vraiment de continuer, hein, on sait pas comment ça s'est fini. Ouais, en plus, on peut suspecter que c'est certainement du sabotage un peu, je sais pas, limite autorisé, enfin qu'ils ont peut-être négocié un peu ce qu'ils ont le droit de faire, parce que quand même au départ le projet c'était plutôt de couper l'électricité pendant les projections, donc je sais pas, ça se trouve ils ont coupé le gaz dans des restos qui ont des plaques à induction, je suis pas sûre que ça ait changé grand-chose. Alors ça, si vous avez des infos, si vous êtes vous-même un saboteur ou une saboteuse de la CGT, on est preneur de connaître les dossiers. Ou un patron de grand restaurant complètement en accord avec tout ça. Si vous êtes vous-même la personne qui a payé la CGT pour que ça soit pas trop grave, dites-le nous. Et si l'électricité a bel et bien été coupée pendant la cérémonie de clôture et qu'on le sait pas encore à l'heure où on enregistre, on s'excuse, la CGT Spectacle. Bravo dans ce cas-là. Ouais, bravo. Dans le doute, bravo. Et Raph, toi qui as beaucoup bossé sur 68 et tout ça, ça te dit quelque chose un peu, le mouvement qui va jusqu'à l'annulation du festival, alors que quand même mai 68, ça part aussi en partie de cinéastes? Ouais, c'est vrai. Enfin, ça part pas mal d'ouvriers, et ensuite, c'est vrai que ça a entraîné derrière eux, des acteurs du monde de la culture. Et moi, j'aime bien parce que chaque année, t'as le Festival de Cannes et t'as des gens qui rappellent sur Twitter en mettant des vidéos de Godard, Truffaut et Polanski à l'époque, hein, d'ailleurs, avant ces casseroles, qui sont là à la tribune en train de alpaguer le public du festival, qui se font huer et tout en disant « Ah, c'est tellement beau cette séquence », alors qu'évidemment, on reverrait jamais un truc pareil. Mais bon, c'est marrant parce que c'est vrai que c'était en fait le truc qu'il fallait faire arrêter pour que ce soit symboliquement intéressant. En 68. En fait, on aurait très bien pu se passer de faire des manifs à Cannes. Mais comme il y avait Cannes pendant les manifs, c'était impensable de pas perturber le festival. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui aussi, quoi. On espère très fort que ça soit perturbé, parce que c'est impensable de continuer à faire comme si de rien n'était dans un pays à feu et à sang. C'est ce que dit Godard dans les vidéos. Il dit on a une semaine de retard. Voilà, les ouvriers, les étudiants, tout le monde s'est déjà mis en grève, et nous, on peut pas continuer, quoi. Enfin, il y a vraiment cette idée de on est en retard. Et là, actuellement, bon, il y a même cette idée n'a pas l'air de traverser les esprits, mais bon. Est-ce que du coup, c'est que là, les gens qui sont invités, ils sont moins engagés que les Godard à l'époque, ou alors est-ce que c'est vraiment une espèce d'autocensure qui fait que le max que tu puisses faire, c'est porter un petit pin sur ta robe de luxe pour protester? Mais là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Il y a pas de discours, il y a personne qui prend la parole, qui hack un peu le truc. Oui, moi je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait au moins une petite action de la part d'une personnalité déjà bien en place, qui prend pas trop de risques, qui se dit bon, je vais faire un petit coup sur le tapis rouge, voilà, sortir une petite affiche, quoi. Enfin, vraiment pas quelque chose qui va détruire sa carrière. Enfin, encore une fois, voilà, même pas d'une jeune première, mais voilà, quelqu'un de déjà en place. Mais justement, on se doute bien aussi qu'aujourd'hui, la plupart des personnes quand même qui marchent sur le tapis rouge font quand même partie, de cette bourgeoisie, de ce monde-là. Et même s'il y a certainement peut-être quelques résistants, je pense qu'ils ont pas trop intérêt à l'ouvrir. Et c'est vrai que c'est assez désespérant. Le truc aussi, alors bon, moi je connais mal l'histoire du Festival de Cannes, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'à partir des années 80-90, c'est vraiment devenu une espèce de... Enfin, c'est pas juste du cinéma, c'est comme t'as dit, c'est aussi lié au milieu des affaires, donc du coup, enfin, comment dire, tout est tellement intriqué, je pense que c'est vraiment très difficile de mettre un caillou dans la chaussure. C'est ça. Peut-être qu'auparavant, le festival était plus petit, c'était moins, comment dire, tu te compromettais moins, quoi, aussi. Et puis Sarah, t'as dit mon truc, c'est que t'as trop à perdre en faisant ça.
Et c'est vrai que à l'époque, celui qu'on voit le plus parler sur les vidéos, en fait, c'est Godard. Les autres, ils sont un peu derrière, ils soutiennent, mais bon, ils se mouillent pas trop. Et Godard, à ce moment-là, en fait, il a prévu de passer des années sans faire un seul film financé par l'industrie, parce qu'il s'en fout et qu'il va faire des trucs à la con avec ses potes marxistes dans la campagne italienne. Donc oui, il a rien à perdre, et donc il peut le faire. Ouais. Qui a ce pouvoir-là aujourd'hui, quoi. Ouais, parce qu'a priori, la crise politique qu'on traverse en ce moment, elle est pas non plus aussi subie, là, peut-être que qu'en mai 68. Oui. Et donc, a priori, là, si t'acceptes que ton film, il aille à Cannes, c'est en connaissance de cause et du climat social et de la politique française du moment. Donc, on s'attend pas non plus à un gros retournement de situation dans ces conditions-là. Enfin, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. C'est clair. La CGT qui siège au conseil d'administration, je savais pas ça en tête. Et ouais, c'est quand même un peu dommage, parce que c'était quand même au conseil d'administration d'une organisation, c'est quand même pour pouvoir y agir, quoi. C'est ça qui est un peu frustrant, là, dans le... Si la CGT doit hacker un peu Cannes, non, mais en fait, c'est son truc à elle. Elle est administratrice, quoi. C'est un peu bizarre comme posture, là. Non, c'est clair. Il y a des trucs qu'on sait pas. Ouais, c'est opaque. Bon, on va continuer à parler de Cannes. C'est moi qui vous ai préparé un petit jeu aujourd'hui pour l'émission. Souvent, la séquence de jeu commence par « Est-ce que vous connaissez tel jeu ?» Puis Raph qui sort un jeu. Moi, je vais vous demander « Est-ce que vous connaissez les grosses têtes ?» Est-ce que vous écoutez RTL ? C'est à mon tour de dire non, parce que j'ai jamais écouté RTL de ma vie. Oh, le bourgeois. Ah si, moi j'écoute l'heure du crime. Toi, t'écoutes les trucs de true crime. Voilà. L'heure du crime, c'est le Fabrice Drouel, Christophe Ondelat de RTL, c'est ça? Là, oui, c'est Jean-Alphonse Richard. Voilà. Le mec a Classique. 3 noms. Écoutez, on va faire une séquence un peu grosse tête. C'est vraiment un classique. C'est un jeu de citations, en gros. Bon, voilà, il va falloir trouver qui a dit les citations que je vais vous donner. Je vous préviens. Peut-être que vous n'allez pas trouver, parce que des fois c'est un peu précis tout ça, mais c'est surtout des occasions de sortir des petites anecdotes et des petits sujets du Festival de Cannes. Donc, première citation, je vais essayer de pas imiter les gens, parce que sinon déjà ça va donner des indices, en plus j'imite très mal. Tu pourras les imiter après. Ouais, vous verrez. Dans le climat qui est le nôtre, l'exaspération, la misère, le nombre d'étudiants qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, l'état de nos services publics, le Festival de Cannes, un festival de la paillette, un festival du privilège, ça n'est vraiment pas ma priorité. Qui a dit ça, à votre avis? Oula, ça peut être beaucoup de monde et pas grand monde en même temps. C'est ça, hein? Adèle Haenel. Non. Un peu plus hypocrite, genre Vincent Lindon ou un truc comme Ouais, ça. j'ai un peu pensé plus à ça. hypocrite. Est-ce qu'il était en train de pleurer? pleurer en disant ça? J'ai envie de dire un peu moins hypocrite que Lindon, mais vous me direz ce que vous en pensez à la fin. En fait, c'est pas une personnalité du cinéma. Ah. Personnalité politique? Ouais. Marlène Schiappa. Non, c'est Bah non. un peu moins. Non, Mélenchon. Sandrine Rousseau? Alors c'est dans ce bord-là, ouais. C'est ni Mélenchon ni Rousseau, mais c'en est. Marine Tondelier? Non. Non. Ah, c'est quelqu'un de la NUPES. Oui. Clémentine Autain? Non, c'est quelqu'un de LFI. Vous avez raison. C'est un homme. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que ça existait. Il y en a. Non, j'ai évidemment commencé par un homme, par pure phallocratie. Quelqu'un qui est invité sur des plateaux, là, comment il s'appelle, Corbière? Non, Ouais. c'est pas lui, c'est l'autre. Bompard. C'est un autre. C'est un qui a un point commun avec Éric Zemmour. Quatennens. Non, Bah, c'est Michael Zemmour, du coup. non. Ah, il est pas mal. Non, c'est je vous le donne, c'est le député Aymeric Caron. Ah. Oh. J'avais oublié son existence. Ouais, Ouais, moi pareil. Révélé, médiatisé comme Zemmour par les émissions de Laurent Oui, Ruquier. d'accord. Ah oui, là il est en mode la Ouais. planète brûle, donc m'interrogez pas sur Cannes, c'est ça? Ouais, voilà. En mode Harrison Ford. Ah oui. Ouais, en un peu moins vieux. J'attends de voir si t'as mis la citation d'Harrison Ford dans ton quiz. Ouais, c'est Si vous n'avez pas la ref, allez voir la vidéo de Harrison Ford qui fait son coming out écolo à Cannes. Là, c'est génial. Je pensais pas que t'allais dire à Cannes, je pensais que t'allais dire à 90 ans, mais Aussi. il est jamais trop Mais tard. Il est jamais il est trop un peu tard. de gauche, non, Harrison Ford? Ouais. Il est démocrate, quoi. Ouais, et là il s'énerve, il est en train de péter un câble en disant c'est horrible, la planète est en train d'exploser, etc. Alors que son hobby c'est l'aviation, donc Ah! moyen sérieux. Puis je
pense qu'il a une maison avec 5 salles de bain. Enfin bon, voilà, une piscine. Bon, voilà, c'est pas non plus. Voilà, CGT, si vous voulez couper l'eau chez Harrison Ford pour lui faire voir ce que c'est vraiment la sobriété, on vous encourage. Non, vous avez bien fait de digresser de Émeric Caron à Harrison Ford, puisque non, je n'avais pas de citation d'Harrison Ford pour la suite. Désolé, on remplace les gars de ton quiz par des mecs un peu mieux. Non, mais c'est bien, on sort les casseroles de tout le monde. C'est beau. Allez, j'en ai une deuxième. Laissez-moi finir, parce que je pense que ça se joue à la rapidité. Dans un contexte de mouvement social historique, on attend de voir si les pontes du cinéma comptent comme les sponsors de l'industrie du luxe sur la police, pour que tout se passe comme d'habitude sur les tapis rouges du Festival de Cannes. Ouais, c'est Adèle Haenel, évidemment. C'était même pas une question, c'était juste une occasion de lire ces mots-là. Ouais, elle envoie quand même sa lettre publiée par Télérama. Ouais, elle est super bien. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On t'aime, Adèle. Est-ce que vous en voulez d'autres extraits ou je me suis fait une petite sélection. Une autre petite phrase. J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Je vais pas vous faire toute la lettre, hein, j'aurais envie de tout lire. Je me suis mis des pavés de citations sur mon document, mais en fait, j'ai trouvé que pour beaucoup de gens de gauche, là, parmi les gens qui nous écoutent, ça a dû sonner un peu normal, là. J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma. Je veux dire, évidemment que c'est un geste politique, mais je trouvais ça assez malin, en fait, d'en faire un truc aussi premier degré. C'est au cas où vous avez pas compris, c'est un geste politique, puis même, je vais le dire, puis c'est ça qui va faire comme la citation qui va être reprise dans la une des articles et tout ça. Et c'était quand même vraiment intelligent, cette phrase-là dans le texte, quoi. Bah oui, et puis bon, nous, on a l'habitude de tout politiser, ça nous choque pas, mais il y en a 2-3 qui ont dû tomber de leur chaise. Hein. Ouais, franchement, je propose qu'on invite Adèle Haenel dans le podcast, hein. Je pense que ce serait tellement bien, ce serait un rêve. Si tu nous écoutes, Adèle, c'est quand tu veux, vraiment. Mais c'est vrai que oui, il y en a qui avaient critiqué en disant justement elle fait une déclaration publique et tout, alors que au contraire, en fait, si elle avait rien dit, qu'elle avait juste arrêté de faire du cinéma, ça aurait donné raison à beaucoup de personnes qui ont dit elle se grille toute seule, le fait depuis ce qu'elle a dit sur Polanski, etc. Elle aura plus de travail, etc. Alors que justement le fait qu'elle prenne la parole et qu'elle explique que c'est son choix, elle, c'est pas parce qu'elle est obligée, c'est juste que c'est un choix politique, c'était super important. Donc puis ça fait du bien, je trouve, que parce que ça a obligé après les médias à poser des questions à tous les autres cinéastes, à tous les autres acteurs, actrices, la ministre de la Culture sur C'est à vous qui était là, c'est trop radical. Et ça a mis en panique un petit peu tout le monde, et du coup elle a obligé les gens à en parler, et ça c'est bien. Et on sentait le malaise des gens du coup du milieu du cinéma qui savaient pas quoi répondre à ça. Je crois qu'il y a Virginie Efira qui a répondu un truc plutôt cool du genre moi en gros j'ai pas les couilles de le faire, mais voilà. Mais sinon les autres en tout cas que j'ai vu moi, c'était pitoyable quand même, parce que ça bafouille, et c'est moi j'aime bien mon champagne et mes petits fours, quoi. Donc ouais, c'est de la bonne manœuvre politique, ça. Elle a réussi à mettre son sujet à l'agenda et à forcer tout le monde à en parler, et je trouve ça dingue que les gens aient pas pensé à préparer un minimum une réponse. C'est évident qu'on allait leur poser ce genre de questions. C'est vrai, ouais. Les mecs ont vraiment pas fait le taf. Bah ouais, merci à Adèle Haenel, et puis quand tu veux dans le podcast, évidemment. Allez, une autre citation. Nous sommes profondément indignés et refusons de garder le silence face au positionnement politique affiché par le Festival de Cannes. Nous refusons d'être associés aux décisions prises ces dernières semaines. D'être associé aux décisions ? C'est quelqu'un qui collabore avec le festival, du coup ? Oui et non. C'est pas la lettre ouverte là des actrices qui est sortie après en soutien du coup à la lettre de Adèle Haenel ? Ouais, c'est exactement ça. Oui, mais c'était derrière un paywall, donc moi j'ai jamais pu la lire, cette lettre. Moi non plus. Moi j'ai utilisé des accès universitaires, je pense, pour accéder aux articles. Je trouve comme une tribune, ils pourraient la mettre. D'autant que c'est pas eux qui l'ont écrite, en fait. Oui, voilà. Donc peut-être vous pouvez faire payer que les articles de vos journalistes.
c'est Ouais. clair. Vous aviez le choix. Effectivement, je prends ta réponse, Alice. C'est la tribune signée par 123 acteurs et actrices le 17 mai 2023. Vous aviez quand même donc 123 noms à citer, hein, pas d'excuses. J'en donne quand même quelques-uns et quelques-unes, surtout Noé Habitat, Laure Calamy, Florence Loireca, Evaina Giocante, Romane Boranger, Anna Mouglalis et quelques gars d'ailleurs parmi la liste. On trouve notamment Bastien Bouillon, qui était acteur de La Nuit du 12, un film dont on a déjà parlé ici. La nuit du 12, c'était l'argument de la ministre de la Culture qui disait, donc quand Adèle Haenel, justement, quand on lui a demandé de réagir au départ d'Adèle Haenel du cinéma, la ministre de la Culture donc répondait que c'était un peu radical. Elle disait, c'est quand même dommage, hein, parce que on a quand même des films comme La Nuit du 12. C'était Mais genre alors, si un futur podcast sur la police est prévu, moi je vous fais une chronique qui défonce le film, hein. Donc voilà. Ça fait des... Alice l'a aimé, je pense. Oh là là, non mais attends, on Ça est fait obligé envie. de le faire ça du coup fait là. envie. Merde. Du La clash. clash. Ah, j'ai très envie de savoir ça. Non, mais vraiment, j'étais très énervé en sortant du film, hein, vraiment. Alors, on spoil pas, mais on fera un spoil épisode pas, ouais. sur la police bientôt. Clémentine, tu pourras déverser toute ta haine. Voilà. Dans une nouvelle version du podcast, il y aura Adèle Haenel et du clash. Ça va être trop bien. Ok. Allez, autre citation. Je pense que le génie, c'est de faire un chef-d'œuvre, mais en étant quelqu'un de bon, de bienveillant, à l'écoute. Et ces qualités n'empêchent en rien de créer du sublime. Au contraire, ceux qui ont un certain pouvoir ont la responsabilité de faire en sorte que les gens autour d'eux se sentent bien. Aucune œuvre ne justifie que l'on brise des gens. Oh là là. Oh, waouh. Alors, je vais dire au pif Léa Seydoux par rapport à qui Non. fiche. Non. Est-ce Bon. que c'est quelqu'un Non, qui non. connaît le pouvoir de briser des gens? C'est quelqu'un qui est cinéaste? Ah, C'est quelqu'un qui est cinéaste, d'accord. ouais, Qui ça peut être? Qui est à Cannes, là? qui est à Cannes, oui, qui a prononcé cette phrase à Cannes et publiquement à Cannes. C'est pas Arthur Harari, non? Non, je vais vous donner un indice avec une deuxième citation. Ok, vas-y. Qui est pas du même moment, mais qui est de la même personne. Je suis solidaire car j'ai beaucoup d'amis dans le métier qui subissent des choses problématiques. Si je compare avec la situation au Québec et les progrès dans la lutte, j'ai l'impression que la France est là où nous étions dans les années 1980. Ah, c'est le réalisateur de Black Flies, là? Non? Non, Non, je sais pas. non, je vous le donne parce que évidemment, ça a je- fait la je sais manchette pas. au Québec. On en a beaucoup parlé, mais c'est la réalisatrice Monia Chokri qui présentait à Cannes son film Simple comme Sylvain. Elle avait déjà été récompensée donc dans une sélection parallèle, je sais plus laquelle, il y a quelques années pour le film La femme de mon frère. Et puis, en fait, c'est ça. Elle a fait un discours pour la projection du film qui était littéralement non seulement une réponse, mais un soutien à Adèle Haenel et à la tribune des acteurs et actrices 17 mai. Oh là là, ok. Ben, j'avais pas vu passer ça. Non, moi non plus. Il faut qu'on vous envoie des cinéastes québécoises en France pour avoir des vraies positions. Oui, voilà. mais il y a clairement pas assez de news québécoises en France en général. J'ai hâte de le voir, ce film, même si je suis un petit peu partagé d'emblée parce que sur le pitch, c'est quand même l'histoire d'une prof de philo qui tombe amoureuse d'un mec qui travaille dans le bâtiment. C'est toujours un peu dangereux, ce genre de... Ouais. Mais bon, elle avait montré quand même Ouais, avec... les profs de philo, ça va. Hein. Allez, dans une autre ambiance. Qui a dit « Je m'en fous un peu » Ah, bah c'est Thierry Thierry Frémaux. Frémaux. Thierry Frémaux. Bien sûr. Évidemment, Ouais, là. je me suis dit que je faisais simple. Donc Thierry Frémaux, c'est pour ceux qui connaissent pas, je sais pas, dans ceux qui nous écoutent, Vas-y. c'est le délégué général du Festival de Cannes, c'est ça son Oui. titre Ouais. officiel, hein, et Ouais. en grande partie responsable, même s'il n'est pas tout seul, de la sélection officielle. Donc un homme, l'homme le plus puissant du Festival de Cannes, je pense on peut le dire. Et nous, à Lyon, on le connaît bien, parce que c'est aussi le président de l'Institut Lumière. C'est celui qui s'occupe du Festival Lumière à Lyon. Donc, c'est quelqu'un dont on entend des choses et avec qui on a Ouais. des contacts de temps en temps, depuis longtemps. Indirect. Mais qui n'est pas invité dans le podcast. Ah non. Vous en déduisez ce que vous voulez. Donc il a dit « je m'en fous un peu », remise en contexte, même si vous l'aurez probablement compris, à propos du procès et de l'affaire, avec des guillemets, des violences en fait perpétrées par Johnny Depp envers Amber Heard. Il a dit « je m'en fous un peu ». Il a essayé de faire croire qu'il n'était pas au courant, d'ailleurs. C'était pitoyable. C'est vrai.
et Laure Adler qui était sur le plateau de l'émission. Je lui ai dit alors, Thierry, quand même, tu peux pas dire ça. Ah, tu imites tellement bien Laure Adler. Ouais. Mais c'est fou parce que j'ai revu ce morceau de discussion là, et en fait, elle lui ferme sa bouche à chaque fois qu'il parle. Et il continue de parler quand même. C'est-à-dire qu'elle se fait bâcher, elle lui répond à chaque fois et il continue de parler. C'est vraiment bon. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les gens lui sont bien tombés dessus, quoi. J'ai envie de dire, bon, c'est le karma. Bah, a raison. Dire que t'es pas au courant que Oui, il était non, en mais- procès Johnny Depp pour violence conjugale, c'est quand même gonflé quoi. Oui, alors que le mec, il est directeur délégué général du festival. Bon, voilà. Enfin, Ouais. Ouais. Encore une fois, un mec qui a pas taffé le fait d'aller dans les médias et de préparer sa réponse quoi. Clairement. Ah, c'est incroyable, incroyable. Et le mensonge, enfin, Et cette petite citation, le « je m'en fous un peu », c'est vraiment un truc qui lui échappe en plus. Vous irez revoir le truc. Oui, parce qu'il se rattrape, il comprend qu'il peut pas dire qu'il est pas vraiment au courant, donc il sort ça, et puis il se dit peut-être qu'il a l'air un peu cool en disant ça de cette manière-là. Enfin, c'est vraiment Ouais. pitoyable. ouais, je pense aussi, il s'est cru edgy. Oui, c'est Ouais. ça. Tout le monde se croit edgy. c'est clair. Bon, en tout cas, vous l'avez reconnu très vite. Hein, bravo. Allez, une autre petite citation là encore. C'est peut-être un peu plus niché, mais je trouve qu'il y avait une belle histoire. Alors, on va en parler de ça. Le festival, je connaissais de nom. En faisant des recherches, j'ai appris que c'était le 4e événement le plus médiatisé au monde. Et là, je me suis dit que ce serait une belle expérience. Je la trouve très mignonne. Ça fait influenceur ou quelqu'un qui est bien perché en tout cas. Il y a un côté Top Chef. J'aimais bien une belle expérience. Seb Lafrite. c'est ça. Non, c'est la frite. Squeezie. J'ai pas Enjoy Phoenix, non. Non. Non, elle est plein de fois. Ah, Ouais, je sais pas. je pense. Elle doit avoir ses entrées, elle qui est lyonnaise. Bref, je veux pas présumer de son carnet d'adresses. Non, je vous raconte l'histoire parce que vous allez peut-être pas savoir. Il s'appelle Ismaël Aboul et j'ai trouvé ça dans un article de La Voix du Nord. Oui, c'est chez moi. Je lis encore un peu La Voix du Nord de temps en temps depuis le Québec. En fait, il a gagné un concours de court-métrage qui s'appelle Moteur et qui est pour les jeunes de 12 à 22 ans, qui est porté par une association qui s'appelle comme ça, Moteur. Et donc, son court-métrage de 1 minute 30 va être diffusé à Cannes. Stylé. Et il fallait donc, c'était un truc à contrainte, il fallait brosser le portrait d'une personne inspirante en 1 minute 30 maximum et filmer avec un smartphone. Et il a consacré son film, je l'ai regardé, hein, c'est évidemment 1 minute 30, ça va vite, donc je vous le conseille. Il a consacré son film à Asifa Lahore, qui est la première drag queen musulmane du Royaume-Uni et qui est un militant pour les droits des homosexuels là-bas. Donc, il y a des films engagés à Cannes, peut-être qu'ils durent 1 minute 30, mais c'est déjà pas mal. C'est le max autorisé. Ouais, c'est ça. Vous aviez vu cette histoire ou pas du Pas tout? du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais nous, on connaît pas trop le cinéma, en fait. Allez, j'en ai une petite. À l'affiche du film d'ouverture, on a à la fois un homme accusé de violence envers une femme et une femme accusée d'avoir agressé un homme, ce qui relève d'une forme d'équité. Sauf qu'à l'issue de la projection, Johnny Depp a eu droit à une longue ovation. Donc apparemment, les gens n'ont pas bien compris le message d'Adèle Haenel au César, parce que normalement, c'est on se lève et on se casse. C'est pas on se lève et on applaudit pendant 7 minutes. Attends, Putain, je pas l'ai les- entendu. C'est pas les deux filles qui font des trucs sur les réseaux sociaux où elles reactent à une vidéo là. Oui, Comment elle oui. s'appelle déjà? Non, je Non, crois c'est c'est pas pas ça. ça, mais je l'ai entendu Non. cette citation, je l'ai qui lu a dit quelque ça part. Ça me dit rien Alors, du tout. si je vous C'est un dis tweet. que c'est quelqu'un qui vient d'être victime de la cancel culture, la vraie, celle qui annule les trucs de gauche qui sont à la Celle radio. qui annule vraiment les trucs. Ah, c'est Ah Charlie oui, oui, c'est Vanhoenacker. ça, je l'ai écouté, c'est la chronique de Charline Vanhoenacker. Ouais, c'est ça. Elle a fait 2 chroniques sur Cannes qui sont vraiment formidables, notamment celle-ci du 19 mai, je vous le recommande. Du coup, c'est pareil pour elle, plus rien à perdre, on s'en fout. On Ouais, balance. voilà. Ouais, c'est ça. Plus rien à perdre. J'aimais beaucoup le à Cannes, faut être précis. Les marches du festival, c'est oui. La marche contre les retraites, c'est non. Alors que la Côte d'Azur, c'est quand même l'endroit idéal pour parler des retraites. C'est pour tous les vieux qui sont à Cannes en ce moment. Allez, j'ai une toute dernière citation qui, en fait, je sais pas si elle est encore vraiment dans le quiz. Oui, elle va aussi servir de transition. Qui a dit « Pour moi, c'est un choix facile. Si je dois choisir entre un Oscar et une Palme d'Or, j'aimerais mieux avoir une autre Palme d'Or qu'un Oscar. » Et du coup, vu que tu dis que c'est une transition, peut-être que c'est Östlund. Oui, c'est ça. Joli. C'est à lui que tu consacres ta chronique, Alice. Ouais, je me suis un peu intéressée du coup à Ruben Östlund, cinéaste suédois. C'est jeune, hein, 49 ans. Alors, il a réalisé que 7 longs métrages. Il a quand même gagné déjà 2 palmes d'or. En termes de ratio, c'est pas mal. Donc forcément, ça interroge un peu.
peut se demander quelle est sa recette. Surtout que c'est quand même 2 palmes qui ont un peu divisé la critique. Et puis on a commenccommencé à lire un peu partout que Sloan c'était un réalisateur convenu, qui faisait des films palmables, qui plaisent aux bourgeois. Alors ça m'a interrogée parce que moi j'aime beaucoup Sloan. Alors, je trouve qu'il fait partie avec Haneke et Verhoeven de la vague, on va dire, des cinéastes nordiques, pessimistes et cyniques que j'apprécie particulièrement. C'est pas du tout une vague qui existe, hein, je viens d'inventer ce mouvement. Donc soit je suis bourgeoise et consensuelle, bon c'est pas impossible, vous me le direz si c'est le cas. Soit il y a un truc à creuser. Alors la première palme, c'était The Square en 2017. Le président du jury, c'était Almodovar. C'est un film sur un bobo conservateur d'un musée d'art contemporain qui prépare une campagne de pub assez provoque pour leur prochaine expo. Moi, j'ai trouvé le film drôle, bien joué, assez fin sur la critique de l'art contemporain et de la com et des bobos en général, et hyper bien mis en scène. Et puis, je vais voir les critiques. Et là, je lis que c'est caricatural sur la question de l'art contemporain, que c'est grotesque, que c'est trop long. Toujours, hein, c'est toujours trop long, les films. Ouais, les longueurs, bien sûr. Alors, je vais vous lire quelques petites... Les Inrocks, par exemple, ils écrivent que le happening imitation gorille, destiné à choquer gentiment le bourgeois, vire au scandale trash et à la libération incontrôlée des pulsions. Alors, ils font référence à une scène du film où il y a un happening d'art contemporain qui consiste à faire intervenir un acteur qui imite un singe dans un dîner caritatif hyper classe. Donc, ça fout un peu le bordel. Et j'ai écouté après un peu l'émission Le Cercle sur Canal. Et effectivement, les bourgeois ont l'air choqués. L'argument central de celles et ceux qui n'ont pas aimé, c'est que ce serait de la subversion facile, compatible avec le public policé cannois. Alors effectivement, j'ai regardé la cérémonie de remise de prix de l'époque et Sloan il tente un happening, genre mise en abîme. Quand il reçoit la Palme d'Or, il demande aux caméras de se tourner. Il dit puisque je suis metteur en scène, je vais vous diriger. Donc les caméras, tournez-vous vers le public et le public vous allez faire un hurlement de rage, genre libérateur et tout ça. Et là, la salle fait wouhou. Ça marche pas du tout, la mise en abîme fonctionne vraiment bof et ça dure 2 secondes et c'est fini. Donc effectivement, c'est vrai que ça leur donne un point. Il aurait mieux fait de faire vraiment le happening du gorille à Cannes, ça aurait marché mieux. Là, ça aurait été énorme, mais il a pas du tout tenté de faire ça. Mais bon, jamais t'as le droit de faire ça si tu veux être réinvité. Bon, c'est vrai que c'est un sujet pour la bourgeoisie, parler d'art contemporain, je veux bien le concéder. Mais je trouve pas ça caricatural dans le traitement. Vous me direz si vous avez vu le film après, mais je trouve que l'art conceptuel, ça peut vraiment être comme ça. C'est devenu un marché, la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. C'est une marketplace de l'investissement défiscalisable. Il y a quand même une grande masse de bullshit dans ce qui est présenté. Et en vrai, c'est un peu subversif de critiquer ce milieu qui est quand même une chasse gardée bourgeoise. Mais bon, c'est vrai, ils présentent ça à Cannes, ils jouent le jeu de l'institution, ça peut être un peu paradoxal. Donc, allons voir du côté du deuxième film. La deuxième palme, c'était l'année dernière, donc 2022, Triangle of Sadness, sans filtre en français. Le président du jury, c'était notre bien-aimé Vincent Lindon. Le film montre un couple d'influenceurs invités sur une croisière de riches qui part en live à cause d'une tempête, de fruits de mer avec du vomi, du caca et du renversement de classe sociale. C'est vraiment cool en vrai. C'est bien résumé. Petite revue de presse des différentes critiques au moment de la projection à Cannes. Les Inrocks, ils aiment toujours pas. Le cinéaste suédois dégaine une redoutable machine à flatter son public, travestie en fable faussement subversive. Il orchestre la lutte des classes à l'intérieur d'une forme gentrifiée. C'est l'objet idéal à brandir pour convaincre un jury cannois tourmenté par sa mauvaise conscience que le cinéma est éminemment politique. En tout cas, c'est le truc bien pour séduire Lindon, apparemment, qui colle bien avec cette description. C'est clair. Sloan n'a pas pris acte du fait que la subversion telle qu'il l'entend est elle-même une valeur galvaudée, inopérante et publicitaire. Une autre manière de flatter les bourgeois. Donc là, vraiment, critique assassine. Alors Libé n'aime pas non plus, pas beaucoup. Ils écrivent « Lorsque les premiers mots qu'Osloon a tenu à prononcer au moment de recevoir sa seconde palme furent ceux de créer du thought-provoking content, on sentait que c'était fini. » Donc effectivement, il a dit ça. Il a dit qu'il avait voulu faire un film qui invitait les gens à réfléchir et ça a l'air de vachement avoir énervé ce journaliste qui doit trouver ça hyper pédant. Et alors en plus de ça... donc ce critique, c'est un certain Luc Chessel. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette personne. Non. J'ai l'impression qu'il a absolument rien compris au film. Il trouve que la fin du film est anti-féministe.
Et il trouve que le film globalement est anti-politique parce que il dit que ça renvoie dos à dos les idéologies marxistes et capitalistes dans une forme de relativisme mou. Et après il dit et aussi ça manque d'amour. L'amour c'est important. Surtout dans la lutte des classes. C'est un bon cliché de critique de cinéma, ça. Un film qui manque de cœur, tout ça. C'est facile à mettre, tu peux le dire de à peu près tout, et hop, vas-y, ça part en Un film presse, qui manque de générosité. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il trouvait ça trop cruel en fait. Il est trop énervé que ce soit cynique. Alors que, franchement, il y a de la générosité dans la scène de vomi et de caca, là, quand même. Hein. Ouais, c'est La plupart des gens trouvent plutôt qu'elle est trop longue. Hein. Donc, je dis, niveau générosité, c'est bon. Ne me t'inquiète pas, il a trouvé ça trop long aussi. Hein. Non, mais en plus, oui, c'est vrai qu'il a pas compris grand-chose, parce que c'est vrai que le film est quand même vraiment plus du côté de une des deux classes sociales. Je spoil pas laquelle, hein, mais... Bon, j'ai pas vu le film, mais j'ai un peu deviné. Non, ouais, c'est clair. Enfin, moi, franchement, quand j'ai vu le film, je l'ai trouvé très clairement marxiste. Et même plus loin que ça, j'ai l'impression qu'il a étonnamment bien compris ce que c'est que l'intersectionnalité des oppressions à la fin du film. Enfin, je veux pas spoiler, mais vraiment, il y a un truc très fin dans la fin du film. Bon, et malgré cette compréhension de l'intersectionnalité, donc qui est censée être très woke, il a eu la Palme d'Or. Alors on peut se demander s'il la voulait, cette palme, étant donné son film marxiste. Eh ben, figurez-vous que oui. En fait, il a trop envie d'avoir la palme, Östlund. J'ai lu quelques interviews et apparemment c'est un compétiteur dans l'âme qui a commencé en faisant des films de ski et il dit que ça a défini toute sa carrière de voir des compétitions de ski. J'ai une citation de lui, il dit « J'ai dit aux gens avec qui je travaille sur mon prochain film qu'on avait une seule chance de réussir quelque chose que personne n'a fait jusqu'ici, gagner 3 palmes d'or avec 3 films d'affilée. Avoir cet objectif, c'est excitant, tout le monde s'y met encore plus dur, le film doit être encore meilleur, encore plus surprenant. » Ça nous pousse à nous dépasser, etc. Il dit si Cannes n'était pas une compétition, pourquoi en faire un festival? Et pourquoi se donner la peine de mettre tout ce travail dans un film? Ah, c'est terrible. Quand autant de personnes veulent être au centre de l'attention, ça prend forcément la forme d'une compétition. Donc, voilà. Bah, c'est une rhétorique de patron un peu lambda, en fait, finalement. Oui. Il a dû mettre une pression de malade. Enfin, quand on entend ça, on n'imagine pas comment ça se passait pendant le tournage. Il faut qu'on aille chercher la palme. Mediapart, ils ont lu ça, ils ont fait « Oh, il va falloir qu'on enquête, là, sur le tournage. » Bah, c'est clair que cette sincérité, là, ça m'a un peu déconcertée. Ouais. Hein. Et ça c'est venu ajouter à la complexité du ce que je vais appeler le problème Östlund. On a d'un côté des films plutôt marxistes, en tout cas critiques du capitalisme, qui ironisent sur la bourgeoisie, mais qui sont présentés à Cannes dans le but de gagner, et qui joue complètement le jeu des institutions au point que ça agace beaucoup certains, même des critiques de gauche, qui le trouvent pas sincère dans sa démarche politique. Donc j'étais perplexe comme ça, et je me suis dit, mais comment un jury choisit qui va gagner? Et je suis allée me renseigner un petit peu sur comment fonctionne le jury cannois. Alors quelques petites infos sur le jury. Le jury, il est censé être mixte. Il est censé être représentatif en termes d'âge, d'origine culturelle et de métier. Qui choisit? C'est le délégué général, notre préféré... Titi, On va l'appeler. À défaut de faire une sélection de films qui soient mixtes et représentatifs. Voilà. Alors, pour certains choix prestigieux de jury, c'est le festival qui, en position de faiblesse, négocie pour essayer d'avoir la personne dans le jury. Et puis pour d'autres, les cautions, là, les gens issus des, qu'est-ce que j'ai dit, origines culturelles diverses, Ouais, y a des sortes d'entretiens d'embauche officieux pour vérifier que les personnes ont assez de culture cinéma. Oui, j'ai vraiment trouvé ça dans des interviews. Ah ouais. Notamment l'écrivaine cubaine Zoé Valdés qui a raconté en 98 Gilles Jacob m'a proposé de me recevoir dans son bureau, je savais pas pourquoi j'étais là. Il lui a parlé de Fellini, de Billy Wilder, il a sondé sa cinéphilie pendant 2 heures avant à la fin de dire bon OK, je vous propose de participer au jury du Festival de Cannes. C'est hallucinant. Violence. Parce qu'elle est cubaine, c'est pour ça qu'il, je sais pas, il a eu des présupposés à partir de quoi? Ouais, je pense qu'elle connaissait pas assez bien. Ouais, et apparemment ils ont même des chasseurs de tête, genre Michel Simon, le critique de cinéma, directeur de Positif, qui a confié avoir déjà testé la cinéphilie de certaines personnes à la demande du festival. Oh là là. Donc c'est complètement élitiste, c'est complètement puant, Ouais. d'autant que tous les témoignages que j'ai pu trouver sur ces espèces d'entretiens d'embauche, ça concerne toujours des femmes. Et d'un autre côté, j'ai pu lire que Thierry Frémaux, il rêve d'avoir genre Bruce Springsteen au jury et qu'il a chougné 1000 fois pour sa présence pendant des années. Et j'imagine que là, personne est venu vérifier s'il s'y connaissait un petit peu en ciné. Ouais. J'avoue que l'entretien entre Michel Simon et Bruce Springsteen, j'aimerais voir ça quand même. Hein. Sur le cinéma cubain. Ouais.
Alors, pendant le festival, le jury s'organise de manière différente en fonction des présidents et présidentes du jury. Alors, j'ai lu des anecdotes, il y en a qui se barrent complètement, qui laissent les femmes faire le boulot, notamment William Styron, un écrivain américain qui s'est barré boire du whisky dans les collines pendant tout le festival, il est revenu à la fin. Et puis il y en a d'autres inverses extrêmes qui sont en mode super sérieux totalitaire comme Scorsese qui apparemment réveillait les jurés la nuit, qui leur demandait de rédiger 3 pages sur chaque film et qui ramassait les copies le lendemain. Enfin, ça fait envie. Ouais, c'est clair. Alors et après il y a le dernier jour des délibérations. Alors là c'est paranoïa totale, le plus grand secret. La villa change tous les ans. Il y a des escadrons de police. Le jury repasse pas à l'hôtel avant la soirée. Les téléphones sont confisqués. Oh là là. Le vote, il est à bulletin secret, à 3 tours. J'ai jamais vu de vote à 3 tours. Donc, 2 tours à la majorité absolue. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Ça veut dire qu'ils changent d'avis au deuxième. On fait un premier, on révèle les résultats. Après, on est un peu influencé par les résultats des autres. On revote. Pour être subversif. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Faut pas voter comme tout le monde, quand même. Et puis, dernier tour à la majorité relative pour chaque prix. Ensuite, information intéressante quand même, le président ou la présidente cette année et le délégué général, Titi toujours, assistent aux délibérations du jury. Mais ils ne prennent pas part au vote. Mais ils sont là quand même. Ah, donc le coup de pression. Ouais. Bah, évidemment, je trouve que leur seule présence peut avoir une influence. C'est quand même eux qui décident des sélections futures. Donc, c'est pas anodin et c'est pas neutre de les laisser là dans la pièce, même si, selon plein de témoignages, apparemment, ils diraient rien, ils interviendraient jamais, etc. Ouais, par contre, ils doivent prendre des notes sur un petit calepin et savoir qui va être réinvité ou pas, quoi. Je sais pas. Après, il y a la règle selon laquelle le palmarès ne peut comporter qu'un seul prix ex aequo et que cette disposition peut pas s'appliquer à la Palme d'Or. Et aussi le fait qu'un même film ne peut pas recevoir plusieurs prix du palmarès. Ça, c'est quand même assez spécifique à Cannes. Mais il y a une exception qui est que le prix du scénario et le prix du jury peuvent être, sur dérogation du président ou de la présidente du festival, associés à un prix d'interprétation. Ouais. Donc là, ça veut dire quand même que la direction du festival intervient à un moment. C'est-à-dire que là, ils vont pouvoir donner une dérogation. On peut se demander sur quels critères. Et pourquoi ils diraient oui, pourquoi ils diraient non. Donc je trouve que le glissement, il est facile. Ils sont là, ils ont leur mot à dire sur un truc, à un moment. Donc difficile de penser qu'ils disent vraiment rien. Enfin, c'est possible, mais... Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas un fonctionnement très démocratique. Je pense que vous êtes d'accord. C'est clair. Oh bah ils votent, ça suffit pas. Ils votent, ouais. Mais je suis sûre que si on leur posait la question, ils diraient qu'ils sont des grands démocrates. Mais là, on a un délégué général qui fait la sélection, qui choisit le jury, qui assiste aux délibérations, et la présidente qui donne son aval pour les dérogations. C'est plutôt un fonctionnement absolutiste, fondé sur une illusion de compétence. Et quand le résultat leur plaît pas, d'ailleurs, ils changent les règles l'année d'après pour s'assurer que ça soit plus conforme à ce qu'ils veulent. Parce que ce que tu dis sur le fait de pas cumuler des prix, en fait, pour l'anecdote, ça date du début des années 90, je sais plus quelle édition exactement, où Polanski, toujours lui, était président du jury. Et il avait décidé que Barton Fink des frères Cohen, c'était le film qui allait tout gagner parce qu'il l'avait adoré et qu'il aimait pas le reste. Et du coup, ils lui ont mis 3 ou 4 prix, je sais plus. Et derrière, le festival a fait « Oula, non mais attendez, nous on veut pas ». Donc là, on lui a laissé les mains libres pour pas faire de scandale, mais la prochaine année, on introduit des nouvelles règles pour interdire ce genre de choses. Donc en fait, oui, c'est démocrate, sauf quand ça nous plaît pas, quoi. Ouais. Bon, alors du coup, cette année, justement, c'est Östlund qui est président du jury. Donc on peut se demander s'il va fonctionner différemment. Déjà, il va pas avoir sa 3e Palme d'Or cette année. Hein. Ce sera pour l'année prochaine. Sûrement. Alors, dans un entretien à Libération, toujours avec Luc Chessel, le gros nul de tout à l'heure, si vous suivez, il annonce le fonctionnement qu'il pense suivre. Il dit « Nous allons délibérer tous les 3 films, et j'aimerais que ce soit à chaque fois une personne différente qui commence la discussion. » Bon, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça permet de faire circuler un petit peu la légitimité et d'entendre tout le monde. Et puis après, il critique un peu la culture du consensus. Il dit « Je préfère que chacun se batte vraiment pour ce en quoi il croit, quitte à hausser le ton et être en désaccord plutôt que d'être toujours d'accord sur tout. » Donc ça aussi, pourquoi pas, c'est vrai que éviter le consensus un peu mou, qui certainement parfois nomme meilleur film le 3e préféré de tout le monde, c'est-à-dire peut-être Ken Loach. Bah, c'est un peu un problème. Le 3e préféré, c'est toujours Ken Loach. Mais bon, le problème dans ce raisonnement, c'est que c'est qui les personnes qui se battent et qui haussent le ton? Bah, c'est toujours les dominants et c'est eux qui vont gueuler pour défendre leur film. Voilà, les hommes. Et personne va oser les remettre en question. Je sais pas si ça, il y a trop pensé. Alors le fameux Luc Chessel là qui lui dit vous êtes donc prêt à récompenser des films que vous aimez moins? Vous seriez donc plutôt un démocrate qu'un dictateur?
Et là, Östlund répond un peu à côté de la plaque, mais d'une manière plutôt habile. Le défi me semble être de créer une atmosphère où chacun se sent à l'aise de dire ce qu'il ou elle pense vraiment, sans se censurer ou d'avoir peur de dire des bêtises. Atteindre au cœur de ce qu'on pense ou ce qu'on sent d'un film, parvenir à le formuler, ça demande de pouvoir parler librement. Cut the bullshit, c'est ce que j'espère qu'on arrivera à faire. Bon, sur les intentions, ça a l'air pas trop mal parti, on va dire. Il a l'air partiellement conscient des rapports de domination. Et la question du journaliste, quand même, le présupposé de cette question, c'est le jury ne sert à rien. Oui, c'est pas faux, ouais. Parce que il lui demande, est-ce que vous êtes prêt à récompenser des films que vous aimez pas ou que vous aimez moins? Bah, je veux dire, dans ce cas, ça veut dire que c'est le président du jury qui décide de tout chaque année. Dans ce cas, on enlève les membres du jury, sinon ça sert à rien. Enfin. C'est vrai que rien que le fait qu'il y ait un président, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais oui, en plus, moi, je pensais que le président, il avait peut-être au moins 2 voix en cas d'égalité ou un truc comme ça, mais j'ai rien trouvé sur ça. C'est juste qu'il organise la manière dont se passent les débats. Mais apparemment, sur certaines éditions, il a énormément de pouvoir. Et vraiment, ils veulent pas entendre les gens. Et c'est même plutôt rare quand il y a des présidents qui disent on a écouté tout le monde. Là, ça surprend un peu les gens d'avoir eu la parole, en fait. Genre Almodovar, apparemment, tout le monde disait il a vraiment laissé tout le monde parler. Ouais, juste pour finir sur Östlund qui est partiellement conscient des rapports de domination, j'ai quand même envie de mentionner une anecdote. C'est qu'on lui a posé la question, comme à tout le monde, sur Jeanne du Barry, les critiques féministes au début du festival, Adèle Haenel, etc. Et il a répondu, attention, exercice de style, dans la même phrase, « Je fais confiance à la loi, mais MeToo est un mouvement important. » Bon, du coup, tu fais confiance à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux pour ce jury? Je pense que la question de la répartition de la parole dans le jury cannois ne s'est jamais posée. C'est le genre de choses qu'on réfléchit dans des AG féministes ou dans des syndicats inclusifs. Si on fait rien dans une assemblée qui doit prendre une décision, on peut pas s'attendre à ce qu'elle soit représentative de quoi que ce soit, d'un jury si représentatif et inclusif soit-il. D'ailleurs, il y a plein de témoignages de gens qui sont déçus ou qui regrettent. Par exemple, j'ai lu Gabriel Yared, qui est un compositeur libanais en 2017, qui a un peu brisé le secret pour dire que lui et un autre gars qu'il a pas nommé étaient pas trop d'accord pour la palme As the Square. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Déjà, soit on fait passer un entretien à tout le monde, soit on en fait passer à personne. Oui. Voire même, soyons fous, on fait pas passer d'entretien et on pousse et on encourage des femmes qui se sentent pas légitimes à le faire. Et on leur demande pas, vas-y, cite tous les films avant de voir si on les autorise. Ensuite, il faut payer une modératrice pendant les débats pour compter le temps de parole des femmes et des hommes, couper les interventions trop longues des hommes, faire circuler la parole, alterner, faire attention à ce que les personnes issues des minorités dominées s'auto-censurent pas. Donc sur ce point, l'idée de Östlund, là, de faire débuter chaque séance par une personne différente, c'est bien. Parce que c'est plus simple pour une personne dominée de parler quand on en a formellement l'autorisation et la légitimité. Si on dit, bah tiens, aujourd'hui c'est toi qui commences, ça va certainement être plus intéressant. Mais c'est clair que tout ça, ça peut pas être intuitif et spontané dans une société patriarcale. On est obligé à un moment de passer par un truc formalisé, clair pour tout le monde. Et si on donne plein de liberté comme ça et de pouvoir à un président du jury sur le déroulement des opérations, c'est pas stratégique. Surtout que, je l'avais pas dit, mais sur les 30 dernières années, il y a eu 5 femmes présidentes du jury de Cannes. C'est encore pire que dans les sélections. Bon, je suis curieuse du coup de savoir comment ont pu se dérouler les débats qui ont fait émerger Titane ou Parasite ou les films d'Östlund comme Palme d'Or. Et je pense que garder le secret des délibérations, en fait, c'est dangereux. Ça permet de masquer des mécanismes de lobbying et de domination. Et ce serait vraiment super intéressant, en fait, si on pouvait les entendre discuter. Oui, il se la joue un peu élection du pape, quoi. Genre, il s'enferme dans un manoir pendant 3 semaines et au bout d'un moment, t'as un signe divin et hop, c'est bon, tu sors. Je sais pas si vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait faire pour essayer d'avoir un jury un peu plus intéressant, un fonctionnement qui marcherait mieux. Moi, je trouve qu'il faudrait carrément ne pas faire de palmarès. Hein. Enfin, moi, non, mais je veux dire, je trouve l'intérêt d'un festival, c'est de voir des films. Après, est-ce que vraiment... Alors après, oui, je sais que les palmarès, voilà, c'est pour légitimer des films, etc. Mais voilà, moi, dans mon monde idéal, on voit les films et puis les gens en discutent, quoi. Mais après, bah, c'est vrai qu'en même temps, si je crois savoir que aucun de nous s'intéresse vraiment au Festival de Cannes en général, qu'on n'est pas, voilà, des grands assidus du Festival de Cannes, c'est aussi parce que je pense que oui, le côté compétition est pas forcément très intéressant. En fait, effectivement, on aura tendance inconsciemment ou consciemment à aller voir plus facilement des films qui ont été primés, etc. Mais oui, c'est vrai que la récompense, le prix,
qu'est-ce que ça veut dire finalement Oui, classer des œuvres, c'est un exercice un peu vain dans tous les cas, mais bon, si vraiment on doit le faire, c'est vrai qu'autant le faire bien. Je sais pas, j'imagine on pourrait imaginer déjà qu'il y a une part de hasard peut-être, de tirage au sort. On prend tous les noms des gens qui travaillent dans l'industrie, on les met dans un grand chapeau et on sort 10 comme ça, ce serait marrant quoi. Il y aurait des gens, ils sont techniciens ou techniciennes, d'ailleurs c'est vrai que c'est quand même les grands absents du jury cannois. Ah oui. T'aurais une chef-op de documentaire qui serait là à juger des films avec Almodovar et je sais pas qui. Et en fait, ce serait légitime aussi, je sais pas, ça donnerait une représentativité. Qu'on puisse s'inscrire là, tu sais, même nous là, hop, on s'inscrirait en tant que je sais pas, universitaire, chroniqueuse, cinéma, puis peut-être qu'on serait tiré au sort et pourquoi pas, tu vois. Comme président, moi je veux bien être président. Mais attends, tu te rends compte, Titi, tu crois qu'il veut des fans de Marvel et compagnie dans son jury? Attends, c'est sérieux. Alors justement, pour revenir à Titi, dans l'émission qu'il a fait sur C'est ce soir, où voilà, il a dit qu'il s'en foutait un peu, etc. Il y a un moment aussi où il fait cette grande tirade où dont je pense on n'en peut plus d'entendre ça, mais c'est vraiment le film, il le prend pour sa qualité artistique, quoi. Il y a que comme s'il y avait que ça qui comptait. Ouais. Alors qu'on sait très bien que dans n'importe quel jury, au moment de faire un choix, il y a pas que ça qui compte. Comme on l'a dit déjà, il y a certainement de la pression, effectivement, selon avec qui t'es jury. Tu veux pas te brouiller avec un tel, etc. Mais bon, il y a pas que Thierry qui dit ça. Hein. Il y a énormément de personnes qui vont dire on récompense vraiment la qualité artistique sans prendre en compte justement le réalisateur, tous ces déboires avec la justice et tout le contexte, etc. Évidemment que si, quand on choisit un film qui va recevoir la Palme d'Or, c'est forcément politique aussi, et c'est forcément un film, on le prend avec tout le contexte qui va avec, et c'est pas anodin de récompenser tel ou tel film. Et évidemment, la qualité artistique, c'est une petite partie, mais il y a énormément d'autres choses en fait qui rentrent en jeu au moment du choix. Tiens, si on va dans cette logique, est-ce que vous pensez que les films pourraient être anonymisés d'une certaine manière? On enlève le générique pour les donner sans... évidemment, ce serait jamais anonymisé à 100%, parce qu'il y avait évidemment des têtes connues d'acteurs et d'actrices souvent dans les films. Puis il y a la question de la langue, etc. Il y a plein de trucs qui font que, on sait plus ou moins d'où ça vient, mais est-ce que ce serait plus fair play d'enlever le générique, d'enlever le nom du réalisateur ou de la réalisatrice des films? Ce serait drôle, hein, un peu comme dans Le Vin, là, on verrait des gens se la péter, dire je suis sûr, ça c'est évident, c'est un tel cinéaste, puis en fait ils se planteraient complètement. Ouais, l'anonymisation, putain, ça serait marrant ça. Comme pour les copies à la fac. Je sais pas. Je me demande si ça a déjà été testé dans n'importe quel petit festival. En vrai, ce serait intéressant de voir. On pourrait presque organiser ça un peu comme ça. On voit des films, on dit pas de qui c'est. Et puis c'est vrai que dans les tout petits festivals, pour le coup, vraiment, on connaît pas du tout qui sont les personnes. Même si on voit le générique, on sait pas. S'ils ont des gens connus. Exactement. C'est vrai que pour le coup, le regard, il est complètement différent, c'est certain. J'imagine bien que oui, ça joue énormément. Les noms génériques, j'y ai pas spécialement pensé avant, mais oui, on peut pas faire comme si on connaissait pas toute la filmographie de la personne avant, les personnes avec qui elle collabore, etc. Les acteurs et actrices évidemment qui ont des influences extrêmement fortes selon ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Donc ouais, c'est sûr que c'est intéressant ça. Un truc qui est peut-être dommage aussi, et pour revenir à ta chronique, Sarah, tout à l'heure, c'est que quand même, comme tu le disais, Alice, de l'expertise dans la manière de diriger des assemblées générales et des discussions, etc. Il y en a, et notamment dans les syndicats, quoi. Il y a peut-être des gens avec de l'expérience et avec des meilleures idées qui pourraient aussi émerger de là, et peut-être de la CGT. Allez, CGT Spectacle, c'est à vous, là, de réinventer un peu. Allez nous modérer tout ça. Ah, ce serait bien. Ouais. Il y a un truc aussi, c'est que s'il n'y a pas de palmarès, comme disait Clémentine, il n'y a pas de cérémonie de palmarès. Puis je pense qu'elle est très très chère en droit de diffusion, cette cérémonie télévisée. Oui. Ça coincerait à cause de ça. D'ailleurs, je crois qu'ils ont plus ou moins mis en place le côté cérémonie quand ils se sont rendus compte qu'il fallait concurrencer les Oscars aussi d'un autre côté, les Césars qui avaient toujours été pensés en France comme un truc cérémonie, pour le coup télévisé. Et ouais, ça doit coûter bonbon. Ouais. Et avant, c'était les personnes du jury, c'était des critiques ou c'était des académiciens, mais ça a pas toujours été des grandes stars ou des grands cinéastes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très cinéma. Et quand je regardais un peu les anciens jurys, il y a effectivement des écrivains, des journalistes. Il y a des gens de plein de milieux différents. Je sais pas pourquoi ça a changé. C'était certainement au moment justement un peu de cette starification où il fallait mettre en avant
faire plaisir, on va dire, à l'international. Et ça avait tout à l'heure, oui, il y a quelque chose que j'avais pas dit aussi, mais que je trouvais que c'était intéressant quand je disais donc qui a apporté de l'argent pour mettre en place le festival de Cannes. Il y avait aussi les commerçants. En fait, il y avait beaucoup du coup les restaurateurs, ceux qui possédaient des hôtels à Cannes, qui ont apporté de l'argent pour ce festival. Et finalement, c'est ce qui est assez drôle parce qu'ils qui soutenaient entre guillemets, enfin ils étaient en lien du coup avec la CGT tous ensemble pour ce festival, pas pour les mêmes raisons bien sûr. En fait, il y a énormément d'enjeux, il y a beaucoup d'argent en fait et enfin comme on parlait des droits de diffusion, en fait le fait qu'il y ait des journalistes ou des universitaires etc qui soient jury, bon c'est moins sexy peut-être, je sais pas. Mais il y a une chose que j'en profite pour rappeler maintenant, parce que les gens vont peut-être se dire oui, mais en fait qu'est-ce qu'on en a à faire finalement de la manière dont fonctionne le jury, parce que c'est pas si important. Ouais, mais en fait c'est de l'argent public en bonne partie Cannes. C'est quand même une bonne partie du budget qui est le CNC, c'est le ministère de la Culture, c'est nos impôts les amis. Donc non, on n'en a pas rien à foutre en fait. C'est la manière dont nos impôts servent à fabriquer le panthéon de l'histoire du cinéma, à mettre en valeur tel ou tel film, telle ou telle star. Et donc non, en fait ça nous concerne vraiment. Et le budget du Festival de Cannes, c'est en bonne partie le CNC. Et puis il y a d'autres aides, il y a des partenariats privés évidemment, il y a la ville de Cannes qui finance beaucoup, mais la majorité c'est le CNC et c'est l'argent public quoi. Merde. Oui, bien sûr. J'avais une question à Alice. On a beaucoup parlé de Thierry Frémaux, évidemment. Mais il y a une nouveauté quand même cette année, t'en as parlé, c'est une présidente qui vient de prendre la suite de Pierre Lescure, et puis juste avant Gilles Jacob que t'as cité aussi. T'en sais un peu sur elle, parce que là, elle est un peu dans l'ombre cette année. J'ai lu un article hyper compliqué du Monde. Donc elle s'appelle Iris Knobloch. C'est une juriste allemande. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit attends, c'est qui? Et il y a un article donc qui date d'il y a 1 an du Festival de Cannes de l'année dernière qui explique un peu tout son parcours. Et en fait, ça a été des tractations extrêmement compliquées pour décider qui. Et c'est des tractations politiques vraiment au sommet de l'État, c'est-à-dire qui impliquent le président, la ministre de la Culture. C'est beaucoup Roselyne Bachelot qui a essayé aussi de placer ses pions. Pardon, je regarde sa page Wikipédia. Elle préside le groupe Warner Bros France. Oui, elle a quand même. Il n'y a pas de collusion du tout. Elle a des intérêts particuliers. Elle a énormément d'intérêts et en fait, ça a été un débat hyper fort entre des lobbies différents de qui doit avoir le plus d'influence. Donc il y avait des gens qui étaient, comme elle a été justement présidente de Warner France, des gens anti-cinéma américain au Festival de Cannes, donc qui étaient vraiment contre sa présence. D'autres qui justement militaient plutôt pour un cinéma européen, qui l'ont poussé. Il fallait que ce soit une femme parce que c'est dans l'air du temps, etc. Évidemment, comme ils connaissent pas de femmes, ils ont galéré, ils ont sorti des noms un peu qui avaient pas forcément de sens. Et ça a été vraiment des enjeux mais très compliqués. Et puis après, il fallait lui présenter Thierry Frémaux et s'assurer qu'elle était Frémaux compatible, dit l'article du Monde. Ouais. Et si ça vous intéresse, vraiment, vous allez le trouver très facilement. C'est assez passionnant de voir, pour le coup, là, c'est pas que des enjeux économiques, c'est aussi des enjeux politiques et même d'image que va avoir le festival à l'international, mais presque des enjeux diplomatiques. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça rajoute une strate à tous les problèmes et toutes les questions qu'on a évoquées jusqu'ici. Et bien sûr, ils lui ont fait citer la liste de tous les films. Enfin, ça, c'est la base pour travailler. Oui, c'est clair. Frémaux, il dit elle est très cinéphile, ça va bien se passer. Ouais, mais ça aussi, c'est très énervant comme discours, comme s'il fallait connaître tous les films pour pouvoir juger ce qu'on a devant les yeux, quoi. Dire après tout, si le principe c'est que t'as une sélection et que tu dois choisir un palmarès dans la sélection, dans l'absolu, t'as besoin d'avoir vu aucun autre film de ta vie. T'as besoin juste de voir ceux de la sélection. Non, c'est clair. Surtout que elle choisit rien du tout. Elle est pas présidente du jury. Après, ils veulent s'assurer que les gens, rentrent dans le moule de la cinéphilie qui est privilégiée par le Festival de Cannes. Il se dit sur Lyon. Les rumeurs disent que Thierry Frémaux, il n'aime pas le cinéma de genre. Les soirées, les soirées western italiens, on lui a un peu forcé la main. Il y avait à l'époque les Épouvantables Vendredis avec des films un peu horrifiques, qui pourtant c'était pas des films horrifiques, on va dire plus récents, plus commerciaux qu'il aurait pu voir d'un très mauvais œil. Il y avait même parfois des grands noms du cinéma d'horreur. Exactement. Ouais. Non mais et voilà, alors que
il me semble que voilà, ça aurait fait de mal à personne, même une petite soirée saut ou je ne sais quoi. Mais non, pour le coup, il y avait quand même des conférences avant et tout ça. Enfin, c'était quand même et ça a disparu. Et donc c'est vrai que par exemple, donc il y a eu effectivement donc un petit peu ce moment où quand Titane a été récompensé de la Palme d'Or, où voilà, tout le monde avait commencé à dire c'est formidable, le cinéma de genre est récompensé et tout ça. Puis une femme en plus, alors que bon, c'est un peu aussi, on a posé la carte genre, on a posé la carte femme, bon, on peut passer à autre chose et continuer. Ouais, après, c'est quand même le cinéma de genre hyper autorisé. Oui, hein, non mais c'est quand clair. même, Et puis c'est un petit peu voilà, maintenant qu'on a récompensé ça, on peut retourner à nos mecs qui font pour le coup des films d'adultes et c'est vrai que non mais enfin le fait en fait quelle est la cinéphilie qu'il attend lui? Parce que effectivement, après, on peut très bien ne pas aimer le cinéma de genre, ça c'est certain. Mais bon, le fait que lui décide que c'est pas la cinéphilie qui est attendue, c'est pas à lui de décider. Enfin, c'est pas normal quand même que ce soit sa cinéphilie à lui qui prime. Enfin voilà, quels sont ses critères en fait exactement et comment ça se passe et. Enfin bon, après voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, parce que effectivement il y a beaucoup de personnes qui disent à tort peut-être aussi, parce que là je regardais un petit peu la liste des Palmes d'Or et c'est vrai que il y a quand même certains films qui ont été récompensés qui sont aujourd'hui des films très grand public, mais parfois le Cannes a un peu la réputation de récompenser des films qui seront pas forcément grand public, etc. Donc effectivement, bon, je trouvais que c'était pas tellement le cas en regardant la liste, mais je sais pas ce que vous en pensez vous de. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup une espèce d'équilibre très incertain entre il faut que ce soit quand même du cinéma artistique et qui soit évidemment artistique. Personne ne doute d'un film qui a été primé à Cannes, qui soit fait par quelqu'un qui a un peu des références cinéphiles, etc. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des stars sur le tapis rouge. Donc tu peux pas prendre non plus des trucs super obscurs avec aucun acteur, aucune actrice connue, tout ça. Donc il y a cette espèce d'équilibre. En fait, pour les bourgeois, ça va être du cinéma grand public. Pour les prolos, ça va être du cinéma bourgeois. Et en fait, il y a qu'une certaine cinéphilie qui s'y retrouve dans cette sélection. Peut-être que l'une des propositions qu'on peut faire, puisque c'est un problème de cinéphilie, c'est de quelle cinéphilie est validée ou pas par Thierry Frémaux, par le Festival de Cannes et par Michel Simon qui fait les entretiens officieux à l'avance. Peut-être qu'il faudrait des gens qui connaissent rien au cinéma. Tu les mets avec Michel Simon, ils discutent, puis il sort de la salle, il dit mais c'est affreux, cette personne connaît rien au cinéma, ça va faire un très bon membre du jury, parfaitement objectif. Ah, mes élèves, on peut prendre mes élèves. Tes élèves. Ben voilà, c'est peut-être ça la solution. Franchement, je suis chaud. Moi, pour dériver par rapport à la question que posait Sarah à l'instant, oui, on pourrait peut-être quand même évoquer entre nous, vous avez quoi comme rapport aux Palmes d'Or en général? Sarah, toi qui viens d'ouvrir, j'imagine, la liste Wikipédia des Palmes d'Or. Exactement. T'avais ça sous les yeux. Exactement. Ouais. Non, je me suis fait juste la réflexion en fait que j'avais pas tellement regardé en fait quel film avait la Palme d'Or et c'est vrai que je pense que je n'ai jamais vu un film en me disant c'est la dernière Palme d'Or donc je veux le voir parce que c'est vrai que j'ai jamais été tellement intéressée par le Festival de Cannes donc je pense pas que ça me soit passé par la tête. Par contre, c'est sûr qu'inconsciemment de voir peut-être le symbole sur l'affiche etc. m'a influencé. Ça enfin je pense voilà, ce serait hypocrite de dire que non, mais effectivement quand je regarde en fait la liste des films qui l'ont reçu, finalement il y en a beaucoup plus que ce que je pensais que j'ai vu. Parce que finalement, c'est quand même des films qui sont parfois devenus des classiques ou en tout cas qui sont un peu devenus des références. Il y en a d'autres effectivement comme on disait qu'on a complètement oublié, mais il y en a beaucoup qui passent à la télévision finalement et pas aussi inaccessibles que j'en avais l'impression. C'est vrai que quand on entend Palme d'Or et effectivement Festival de Cannes, on peut dire bon, est-ce que des personnes qui s'intéressent pas du tout au cinéma les auront vus? Donc on a pas mal de références en fait. Tiens, vas-y, donne des noms. Quelle Palme d'Or tu sauves du festival? Il y en a beaucoup des films. Il y en a un, Clem, elle sera totalement d'accord avec moi. C'est La classe ouvrière va au paradis. Ah, je savais que t'allais en parler. Clémentine, veux-tu nous parler des palmés italiens? Après, moi, les palmes. Maintenant, si je regarde les dernières, j'en ai pas tellement vu en fait. Quand j'étais dans ma période cinéphile orthodoxe, alors je renvoie à l'épisode de l'année dernière. Là, j'allais voir les Palmes d'Or, mais maintenant c'est un peu est-ce que si le film m'intéresse ou pas, je m'en fous un peu en fait de la Palme d'Or. Mais après, parmi les palmes que j'aime, en effet, c'est plutôt des films italiens, mais bon, c'est vraiment à d'autres époques. Il
il y a plus longtemps. Donc oui, il y a Blow Up qui est un de mes films préférés quand même. Oui, oui. Il y a La classe ouvrière va au paradis évidemment. Qui d'ailleurs cette année avait eu la Palme d'Or ex aequo avec un autre film italien, donc L'affaire Mattei. C'était vraiment la grande période du cinéma italien. RIP le cinéma italien. C'est pas très gentil pour les cinéastes italiens. Il y en a toujours évidemment. Il doit y avoir des trucs intéressants, mais c'est vrai que la grande période du cinéma italien est passée. Il y a aussi Le Guépard, voilà. Parmi moi les films que j'aime, hein, il y a aussi La Dolce Vita, mais je suis pas non plus une grande fan de Fellini, j'avoue. Après, parmi d'autres films, il y a aussi Le Messager, donc de Joseph Losey, If de Lindsay Anderson, et puis je mettrais peut-être aussi Taxi Driver. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt des films de gauche. Peut-être pas Taxi Driver et Blow Up particulièrement, mais voilà, c'est plus en effet, c'était quand même des films assez politiques, ou en tout cas réalisés par des réalisateurs très politisés. Ouais, If, c'est marrant. Moi, j'avais oublié qu'il avait la palme en t'entendant le dire. C'est un film complètement tombé dans l'oubli. Hein. Ouais. Je sais pas, j'entends jamais personne en parler. Ouais, alors qu'il est vachement bien. Enfin, vraiment un film post-68 art de la vague indépendante anglaise, hyper intéressant. Enfin, c'est une autre époque quand même de se dire que ce film-là, il a eu la Palme d'Or, quoi. Ah oui, clairement. C'est quoi tes palmes à toi, Raph, dans ton palmarès du palmarès? Qu'est-ce que tu gardes? C'est le Parapluie de Cherbourg, bien sûr, en 64 ou 5, je sais plus. Non, en vrai, moi, j'en ai vu beaucoup, et je pense que j'ai une espèce de curiosité quand même qui fait que j'aime bien savoir où est-ce que ça va, quelle est la tendance qui va primer un peu dans l'esprit des cinéphiles et tout ça. Et du coup, en regardant la liste, vraiment, les 20 dernières années, je pense que j'en ai vu au moins les 2/3 sans problème, quoi. Pas tous adorés, mais bon, c'est pas grave. Après, dans celle que j'aime beaucoup, je vais en sortir qu'un seul, c'est Le Goût de la cerise de Abbas Kiarostami. Ça a été une découverte incroyable quand j'ai vu ça ado. C'est pas très joyeux, hein. C'est l'histoire d'un mec qui est désespéré et qui cherche quelqu'un pour l'enterrer une fois qu'il se sera suicidé. Mais c'est hyper poétique, c'est très très beau. Enfin, vraiment, ça m'avait bouleversé, moi, ce film-là. Donc, c'est celui que j'ai envie de dire. Puis sinon, évidemment, la Palme d'Or que je préfère, c'est la prochaine. Oula, voilà. Tu prends des risques. Non, je prends des risques, mais on va espérer très fort que ce soit Alice Scherer-Wacher, et puis comme ça, il est temps que la Palme revienne en Italie, voilà. Une femme italienne, ouais. Pas sûr, Raph. Alice? Ouais, moi j'aime plein de palmes d'or en fait, mais un peu à l'inverse de Sarah et Clémentine, c'est plutôt des films récents que j'ai vus. C'est plutôt, c'est vrai que je regarde les dernières palmes d'or, j'en ai vu aussi une bonne partie et j'en ai aimé beaucoup. Et les 2 dernières années, j'avais fait des tops de mes films préférés de l'année, et à chaque fois mon top 1 c'était la Palme d'Or, donc la Swiss, je suis vraiment consensuelle. Donc non seulement tu l'as vu, mais en plus tu l'aimes. Je l'aime, tout à fait, ouais, sans filtre là, j'adorais Titane. Parasite aussi. Parasite. J'adore Haneke aussi. Donc les 2 qu'il a eu, c'est pas du tout mes préférés, mais Le Ruban Blanc, c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup marqué. Ouais, et puis évidemment, moi les Parapluies de Cherbourg, c'est pas juste pour la blague. Hein. Je suis vraiment. Non, on le dit très sérieux. J'adore ce film. Ouais. Moi j'aime bien Amour de Haneke. Moi je pense que je préfère même Amour. J'ai vraiment aimé ce film. Et moi, ce qui m'a choqué avec des millions de guillemets, mais dans en re-regardant le palmarès là avec la liste, c'est 1987, Sous le soleil de Satan de Piala, et 1989, donc 2 ans après, Sexe, mensonge et vidéo de Soderbergh. Alors autant j'adore Soderbergh, autant je déteste ce film de Piala, et je trouve qu'il y avait comme c'est le moment où il y a quand même un twist esthétique. Mais je sais qu'on va reparler un peu de ça avec la chronique de Raph, donc je veux pas trop en divulgacher non plus, mais là quand même Sous le soleil de Satan, qui est un film long et chiant et super empoulé. Oui, il a été bien hué, le pauvre Piala. Après, c'est vrai. Comme je disais dans le Discord, moi j'aime tous les films de Piala sauf celui-ci. Voilà. Je suis assez d'accord. Et puis Soderbergh, j'ai re-regardé le Soderbergh cette semaine-là, je me suis dit tiens, allez, je me fais une Palme d'Or. Alors déjà, il dure 1h40. Ouais, il est pas long, hein. Vous pouvez y aller. Et puis non, j'ai vraiment adoré. Il est vraiment moderne. Il est vraiment. Puis les acteurs et actrices sont vraiment géniaux. James Spader, qui avait eu le prix d'interprétation masculine aussi pour le film, alors que un peu comme
comme dans Hannibal, là, il est très très peu à l'écran et il a eu le prix d'interprétation parce qu'il est très très mémorable. Bref, il y a Peter Gallagher quand même qui joue tous les vieux beaux de toutes les séries américaines depuis 30 ans. Ouais, c'est drôle parce que tu m'avais dit que t'en parlerais peut-être et du coup je l'ai maté hier, j'avais jamais vu parce que j'étais rebuté, je pense, par le titre un peu racoleur, tu vois, mais en fait, non, je le trouvais vachement bien. C'est comme tu dis, très moderne, assez discret aussi dans ses effets, mais quand même avec une patte très forte. Enfin, je sais pas, ça marche super bien, je trouve. Ouais, et puis c'est sûrement à cause de James Spader que je pense ça rétrospectivement là, mais il y a un côté Cronenberg là, avec aller chercher dans la vidéo le malaise qu'il y a tout le temps. Bon, c'est pas le même délire, on s'entend là, mais moi ça m'a plu aussi de cette période-là cinématographique. En tout cas, ça m'a rappelé ça. Allez, ça va être mon conseil Palme d'Or aujourd'hui. 89, j'étais même pas né. En tout cas. C'est pas le pire. Vraiment. Bon ça va être ça notre palmarès d'aujourd'hui. On va continuer justement à parler des Palmes d'Or et des choix du jury, à commenter ces choix avec ta chronique, Raph, que tu as intitulé avec un titre clickbait. À qui profite le crime? Ouais, c'était pour Clémentine, ça. Je sais que tu es fan de trucs criminels. Alors, tous les journalistes nuls, qu'ils soient de Libération ou d'ailleurs, vous le diront, avoir un prix à Cannes, ça change la vie d'un film. C'est la meilleure publicité possible, tout le monde va en parler, on va s'y intéresser, même nous on va aller le voir plus facilement, la preuve, hein. Et ça peut sauver des carrières en fait, ça peut faire que la personne derrière va avoir des films qui sont mieux financés, une meilleure distribution, tout ça, donc en fait ça fait quand même un peu la pluie et le beau temps. Et de l'autre côté, du côté des cinéphiles, on va dire, ou même des simples spectatrices, il y a plein de gens qui sont pas forcément même des grands cinéphiles, mais qui vont voir les palmes. Je sais pas, vous en connaissez certainement des gens un peu, pas automatiquement, mais presque, qui vont se dire, bah quand même, celui-là, on va y aller, quoi. Ma grand-mère, mes collègues. Et après, ils sont un peu surpris. Ils font Titane. Ah, la couche d'une voiture. Ok, bon. Mais j'ai un souvenir ému de ma plus jeune sœur qui était allée voir Winter Sleep de Nouri Bilge Ceylan à sa sortie, et c'était en 2014. Elle était ado, il venait d'avoir la Palme d'Or. C'est un film qui dure 3h15. C'est des paysages de neige avec un vieux qui s'ennuie. Il se passe rien de rien. Je peux vous dire que sa séance, elle en parle encore. Hein. Rendez-nous les films d'1h40 avec Andy McDowell. Voilà ce que je dis. Exactement. Donc voilà, sauf exception, les films qui gagnent la Palme d'Or, ils ont une bonne exploitation, c'est pas mathématique, il y a des ratés, mais ça joue beaucoup. Et c'est super, parce que derrière, ça ruisselle. Les gens retournent au cinéma au lieu d'être sur Netflix, ça fait des entrées, ça sauve des petites salles de quartier. La dernière fois, on nous a reproché de pas assez prendre le parti de l'industrie, alors je me rattrape un peu. Alors pourquoi ça marche ? Moi, je trouve qu'il y a un truc qui marche quand même dans cette histoire et qui est quand même bien rodé, même si je suis critique évidemment, c'est que c'est un événement live. On vit tous en même temps, on peut en discuter en direct. La cérémonie de remise des prix, quand même, c'est le festival dans le festival. C'est vraiment là que tout le monde est en train de live tweeter, que tout le monde commente les résultats. Et c'est pas le cas, en fait, de tous les prix de cinéma. Parce que, déjà, le cinéma s'est pas mal éloigné du direct, depuis qu'il n'y a plus le film du soir à la télé, que c'est plus du streaming, un peu à la carte, tout ça. Et puis aussi parce qu'il y a plein de prix plus modestes qui en fait juste annoncent le truc à la fin et puis ils font pas tout un plat de comment est-ce qu'ils vont remettre le truc. Donc Cannes, il y a ce petit côté old school, c'est un peu comme un match de foot ou comme l'Eurovision, comme une élection présidentielle, ça rassemble les gens autour du commentaire en direct, quoi. Alors on regarde ça entre potes en préparant un bingo, par exemple, les personnes qui présentent sont tous des hommes, un shot. Quelqu'un dit le cinéma c'est politique, un shot. On voit des gars prendre de la coke en direct, 2 shots. Là, je parle évidemment pas de l'Eurovision, hein, mais de Cannes ou éventuellement du QG des jeunes macronistes les soirs d'élection. Et puis voilà, après, il y a l'attente fébrile des résultats qui tombent au compte-gouttes. On reste réveillé toute la nuit pour savoir comment ça va se passer, un peu comme aux Oscars. Dédicace aux camarades qui ont vraiment cru jusqu'au matin que Jean-Luc pouvait refaire son retard. Et puis voilà, il y a des combats acharnés, il y a des favoris du public qui se plantent, voilà. Tout ça, en fait, ça donne de la valeur à la récompense en tant que fait social. Regarde, si tu te lèves le matin en te disant « Tiens, au fait, c'est qui a gagné la Ligue des Champions hier ? C'est eux, bon, ok. » Bah, vu et sans tape. Alors que si t'es devant le match, même si t'aimes pas spécialement les deux équipes, t'as l'impression d'avoir vécu quelque chose. C'est un peu pareil avec Cannes.
si vraiment t'es dans un milieu de zadistes qui s'en fout, voilà, ça te passe à côté. Mais il y a une petite émulation quand même. Et moi, je la ressens. Voilà, cette petite émulation. Pour dire autrement, avoir la palme, c'est tout un petit rituel. Ça veut pas juste dire qu'un film est bon. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi un bon film ? Vous inquiétez pas, je pose la question, je vais pas du tout essayer d'y répondre, c'est trop compliqué. Alors, la Palme d'Or, c'est pas juste des films, c'est pas juste un jury, c'est pas juste un départage, il y a tout un écosystème derrière. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et justement, je voulais m'appuyer un petit peu sur un livre que j'ai eu il y a pas longtemps de la chercheuse Chloé Delaporte, qui fait de la socio-économie du cinéma. Et qui a écrit un livre qui s'appelle « La culture de la récompense, compétition et festival et prix cinématographiques », qui est un bouquin de sociaux, hein, mais voilà, plutôt accessible dans le genre, et qui est vraiment intéressant parce qu'elle parle de ce qu'elle appelle l'économie récompensatoire, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des prix et des récompenses, et qui fait que en fait, la qualité des œuvres n'est pas du tout le point central de toute cette affaire. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui ont intérêt, selon elle, à participer de près ou de loin à ces processus. Intérêt, ça peut être intérêt pour des artistes, des producteurs, mais aussi des institutions culturelles. On parlait tout à l'heure du CNC, qui est associé à l'organisation du festival, des chaînes de télé aussi, Canal+, historiquement, aujourd'hui des médias en ligne, comme Brut. Il y a des personnages politiques, la région, le département, le maire de Cannes, qui est évidemment chez les Républicains, ça va de chaque personne. La ville des retraités. Des marques, beaucoup de marques partenaires. La liste est complète et dispo sur le site du festival avec à chaque fois un petit mot d'éloge sur la marque. Alors c'est soit des trucs à la Air France, BMW, des gros industriels à l'ancienne, soit c'est de la picole. Globalement, Rothschild, par exemple, ça arrose vraiment toutes les soirées du festival. Soit des marques de luxe qui sont très très bien représentées. D'ailleurs, c'est une marque de luxe qui crée l'objet Palme d'Or, qui a designé l'objet lui-même. On l'oublie parfois un peu, mais voilà, c'est aussi le festival de la joaillerie, quoi. Et c'est pas anodin que ce soit comme ça un objet en or. Il paraît qu'on arrache les bijoux des femmes une fois qu'elles ont gravi les marches, pour surtout pas que on leur laisse même pas pour la soirée, quoi. C'est vraiment tu passes devant les caméras avec et après on te le reprend. Et après, personne d'autre n'a le droit de le porter parce que tout le monde sait que tu l'avais sur le tapis rouge. Donc, du coup, c'est vraiment juste refondu. Et du coup, pour les marques, par exemple, c'est intéressant de s'intéresser un petit peu à cet écosystème-là. C'est quoi l'intérêt de participer au festival ? Il y en a deux principaux, on va dire. Le premier, c'est un effet d'affichage. Ils financent l'événement contre de la visibilité, en gros. Et le deuxième, c'est que c'est une caution morale. En gros, ça donne à ces marques-là un statut de bienfaiteur des arts et de la culture. Et tout ça, en fait, appartient à ce qu'on pourrait appeler de la publicité indirecte, parce que, en fait, c'est des marques de luxe. C'est des marques qui sont vraiment le haut du panier. Et du coup, elles ont bien compris qu'aujourd'hui, la pub, c'était devenu un peu vulgaire, avec juste un spot télé, quelqu'un qui dit « Achetez ça !» Et puis, non, on fait plus ça. Par contre, on va s'afficher autrement, d'une manière plus avantageuse, plus moderne, etc. Et puis, évidemment, pourquoi le Festival du Cannes, ça dure 10 jours ? C'est pas juste qu'il y a beaucoup de films. C'est aussi que c'est l'occasion et le prétexte pour faire un certain nombre de soirées privées, de réseautage, etc. Et donc de mettre en fait en branle toute une logique de capitalisation économique, symbolique, sociale, qui se fait avec le prétexte de l'art, mais ça pourrait très bien ne pas être le cas en fait. Donc voilà, ça c'est normal, vous écoutez un podcast de gauche, vous vous attendez à ce qu'on dise ça, le festival, c'est le festival des marques. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que il y a un twist là-dedans. Le Festival de Cannes lui-même est une marque. Regardez le logo sélection officielle dont on parlait tout à l'heure. C'est la marque, c'est le logo de marque, littéralement, du Festival de Cannes. C'est pas juste le fait de dire ce film est de qualité. On voit ce symbole-là au générique, on sait que ça a été validé par une institution, non seulement où il y a des professionnels qui ont du goût, mais en plus dans lequel il y a de l'argent qui est intégré dans la grande culture cinématographique française. Et du coup, c'est pour ça que les producteurs le mettent bien en évidence sur les affiches, au générique. Mais du coup, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en mettant le logo au générique, c'est le film qui fait de la pub pour le festival. Ah oui. Il y a une logique, en fait, dont on parle pas très souvent, mais que le livre de Delaporte explique bien, de contre-don. En fait, dans tous les grands festivals de cinéma, quasiment tous, je crois, l'obtention d'un trophée, elle est exigée en amorce du générique. C'est-à-dire que
les lauréats sont contraints de le mentionner. Ils ne peuvent pas ne pas dire qu'ils ont eu un prix à Cannes, y compris quand ils font des demandes de financement derrière, etc. Et ça interroge quand même. Et c'est pour ça que Chloé Delaporte, elle a une grande thèse dans son bouquin que je trouve assez intéressante. Et elle dit que remettre des prix, ça distingue surtout celui qui donne la récompense, et pas tellement celui qui la reçoit. C'est-à-dire que ce sont les films qui servent le festival, et pas le contraire. À quoi ça leur sert ? Bon, déjà, il faudrait distinguer évidemment toutes les personnes qui font le festival. Il y en a qui sont là juste pour côtoyer des stars et faire avancer leur carrière. Et puis, il y en a qui sont là pour l'argent, pour l'amour du pouvoir, tout ça. Donc, on ne va pas forcément se demander ça. Mais pour le festival lui-même, quel est l'intérêt de faire tout ça ? Moi, j'ai une hypothèse qui est la mienne, on pourra peut-être discuter, mais qui est que leur intérêt là-dedans, c'est de s'imposer comme l'institution dominante dans le monde du cinéma, qui est un monde qui aime les institutions. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, Robin, c'est gavé d'argent public. Bah oui. Et c'est très bien que ça le soit. Et du coup, il y a plein d'institutions, il y a plein de fondations, il y a plein d'acteurs institutionnels, et il faut, derrière, qu'il y en ait une qui sorte du lot. Et il y a une compète, en fait, à celle qui va s'imposer comme le canon esthétique de l'époque. J'ai pris un exemple que moi, j'aime bien, on va dire. C'est le cliché selon lequel la Palme d'Or va toujours à des films sociaux. Alors, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Film social, ça laisse entendre que quand c'est un film avec des pauvres, ce serait une autre catégorie. C'est bizarre de pas dire cinéma politique. Bon, bref. C'est peut-être pour dire politique de gauche, on dit que c'est social, quoi, pour décrédibiliser un peu. Ouais, le film de Östlund, il est politique, mais c'est pas un film social parce que ça se passe chez les riches, quoi. Oui, Voilà, non, mais par film social, souvent on veut entendre un film, naturaliste, avec des acteurs pas professionnels. Il y a un peu cet imaginaire-là. Et du coup, il y a un peu ce cliché, alors, qui est peut-être un peu en train de passer, je sais pas, mais sur lequel la Palme d'Or, c'est un film social, qui donne bonne conscience à tout le monde. Le côté un peu Vincent Lindon. Et ce cliché, en fait, il a une histoire. C'est-à-dire, fin des années 90, début 2000, il y a une série de films qui vont obtenir la Palme d'Or et qui vont faire exister, en fait, publiquement cette catégorie de film social. Ça commence avec Rosetta des frères Dardenne en 99. Et ensuite, on a Dancer in the Dark, L'Enfant, toujours des Dardenne, Le vent se lève de Ken Loach, 4 mois, 3 semaines, 2 jours de Moon Ju, Entre les murs de Cantet. Bref, il y a toute une série comme ça. Et avant, c'était pas du tout leur politique à Cannes. D'ailleurs, c'était très contesté au départ. La direction du festival était contre le fait de primer Rosetta. Gilles Jacob, lui, s'est très clairement exprimé sur le fait que si c'était à refaire, il le donnerait à Almodovar. Et le jury a dû se battre, en fait, contre la presse aussi, qui a trouvé le film misérabiliste, etc. Franchement, moi, je trouve que c'est un des bons films des frères Dardenne, enfin, un de ceux que je préfère. Du coup, paradoxalement, le cliché de Cannes s'est imposé contre Cannes lui-même à la base. D'ailleurs, on ne pourra pas juste dire qu'ils ont suivi la tendance comme ils l'avaient fait pour la Nouvelle Vague, pour le Nouvel Hollywood et tout ça. Et le retournement, c'est que dans les années qui suivent, cette Palme d'Or, elle va influencer la production. Ça va être la grosse mode du cinéma social. Toute la critique ne parle que de ça. Il y a des débats interminables dans les cahiers, dans tout ça. Et les historiens même considèrent que ça peut être une période à part dans le cinéma européen de un peu retour du politique à l'écran. Et donc, a posteriori, le festival a changé son fusil d'épaule. Ils ont félicité les frères Dardenne quand ils ont eu leur 2e Palme d'Or. Ils les ont invités à présenter des films, à présider des jurys dans les sélections parallèles, etc. Donc ça leur permet en fait d'alimenter derrière un récit de bonne conscience du genre « le cinéma, c'est politique ». Et bim, en quelques années, tout s'est retourné. La bourgeoisie culturelle s'est mise à aller voir des drames, caméra à l'épaule, sur des chômeurs qui boitent dans le nord de l'Angleterre, alors qu'avant, ça leur aurait jamais traversé l'esprit d'aller voir ça. Donc pour dire à quel point le Festival de Cannes, il a un pouvoir normatif, en fait. Il produit de la norme, il dit ce qu'est et ce que doit être le cinéma à une certaine période. Et je pense que c'est ça leur but, en fait. Enfin, l'espèce de plan machiavélique qu'il y a derrière toute cette débauche de luxe et tout ça. C'est obtenir le pouvoir de faire et de défaire la mode. Et on voit d'ailleurs que la mode, elle est un peu en train de changer quand on regarde les sélections à Cannes. Il y a un passage au milieu, fin des années 2000, un peu plus méditatif, expérimental, avec, en 4 ans, il y a des palmes qui sont données à Oncle Boonmee de Vera Setacool, à The Tree of Life, à Amour et à Winter Sleep. Genre là, ça y est, retour du cinéma qui dure 3 heures, dans lequel tu comprends rien et tout. Bon, il y avait La vie d'Adèle au milieu, je l'ai passé sous silence. Vous réécouterez notre épisode sur le sexe, si vous voulez savoir ce qu'on en pense. Ça dure 3 heures aussi.
Et voilà, donc il y a eu cette période-là, une petite parenthèse de quelques années. Puis là, on est en train d'entrer dans l'ère du... C'est quoi que t'as dit tout à l'heure? Cinéma d'auteur cynique protestant, c'est ça? Nordique, cynique, pessimiste. Ouais, c'est ça. Auquel on pourrait presque peut-être ajouter Parasite, qui a beaucoup de points communs. Il y a le mélange des genres entre drame et comédie. Il y a un film engagé, mais pas trop premier degré non plus. Une forme quand même assez lisse. On n'est pas dans le naturalisme des frères Dardenne ou de voilà, cette logique-là, quoi. Tout ça pour dire quoi? Que c'est pas une histoire de récompense, le Festival de Cannes, que c'est pas une histoire d'amour de l'art, vous vous en doutiez, mais sachez qu'on est d'accord. Le Festival de Cannes ne roule pas pour les films, pour les cinéastes ou pour le public, il roule pour lui-même, et même c'est les films qui roulent pour lui. Primer des films, c'est obtenir le pouvoir de définir ce qu'est le cinéma à un moment donné. Et c'est là qu'on peut revenir sur les grandes luttes de Thierry Frémaux, parce qu'il s'exprime pas beaucoup, ce mec-là, dans les médias, sauf en période de festival, mais en vrai, on sait très bien ce qu'il défend. Il est contre les plateformes. Il disait même, dans une vidéo d'il y a pas longtemps, là, David Fincher, depuis qu'il est sur Netflix, il n'existe plus. Pour lui, il arrête de s'y intéresser. Ouais. Il est contre les plateformes, il est contre les séries télé, il est contre le féminisme, évidemment, mais bon, ça... on en a déjà assez discuté. Il est contre le fait de remettre en question d'une manière ou d'une autre les idoles du passé. Voilà, cite tous les films, mais aussi aime tous les films. Il faut aimer tous les films. On rappelle que son fonds de commerce, à la base, c'est de faire un festival de patrimoine, le Festival Lumière de Lyon. Donc voilà, on pourrait juste dire ces trucs, c'est pas son truc le féminisme, c'est pas son truc les séries, mais non. Alors, comme il est le patron, il a le droit de décider que c'est pas juste son petit AV perso et que c'est comme ça qu'il faut consommer les films. Sur le féminisme, je pense même que c'est vraiment son agenda. Moi, je pense qu'il a vraiment fait semblant de pas être au courant, et je pense que programmer Jeanne du Barry comme ça en ouverture, pour moi, c'est vraiment un statement anti-féministe. Ah oui. On n'a pas parlé du film de Corsini aussi, mais il y a aussi eu des histoires. Et oui. Il l'a pris en sachant très bien ce qui s'était passé, donc. D'autant que c'est un scandale récent, Corsini, pour le coup. Oui. Pour l'histoire, c'est qu'elle, il y a des scènes de nudité avec des mineurs qui ont été filmés sans s'assurer vraiment que ce soit bien encadré, bien consenti, etc. Ce qui est quand même impensable de notre époque. Ouais, mais ce qui défend Thierry Frémaux, c'est que justement ça, on s'en fiche. C'est que ce qui est important, c'est le film, c'est l'art. C'est l'art, et qu'il veut pas s'emmerder avec des détails de production. Puis à partir du moment où il y a eu effectivement Weinstein et Polanski et tout ça, comme je pense que il y a énormément de réalisateurs qui ont des casseroles au cul, qui évidemment ne sont pas sortis, etc. Ils ont dû se dire, il faut qu'on montre maintenant tout de suite que on fait pas attention à ça, qu'on continue malgré toutes ces histoires, parce que sinon ça va détruire nos petits copains, nos petites affaires, etc. Parce que s'ils commencent à vraiment s'engager en fait là-dessus, du coup ça met en danger finalement leur petit monde, quoi. Donc donc c'est pour ça aussi que oui, effectivement, je suis d'accord avec Alice, c'est une stratégie de faire, c'est des choix qui sont quand même réfléchis et qui veulent bien dire, écoutez, nous on va continuer comme ça parce que voilà, on est une bande de copains, au fond c'est un peu ça, on fait des affaires ensemble, ça marche bien, on se fait du fric, voilà, on va pas commencer à mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que sinon il y a plus personne. Donc ce qui est horrible, hein. Mais je pense effectivement qu'il y a cette démarche là aussi. Non seulement je suis d'accord avec ça, il y a le côté on pose ce qu'on veut que ce soit le cinéma, mais c'est pas juste pour Cannes, c'est pas juste nous on va continuer, c'est le cinéma, c'est ça. Oui. Voilà ce que ça doit être. Et ils savent qu'ils ont un pouvoir aussi de faire la mode. Alors, pas un pouvoir absolu, bien sûr, on peut contester. Mais en faisant ça, ils savent que ce sera plus difficile de faire avancer ce genre de problème et de poser ce genre de questions à l'avenir. Parce que ça aura été un combat contre l'institution. C'est là aussi le pouvoir normatif. Et c'est pour ça que je disais, voilà, les films roulent pour Cannes et pas le contraire, quoi. Et finalement, l'ironie, et c'est un petit peu ce que je me suis dit en finissant d'écrire ma chronique l'autre jour, c'est que nous, au lieu de s'en foutre, on continue à lui donner du crédit, en fait, en faisant une petite émission spéciale comme ça sur lui, en mettant en avant comment ça se passe exactement, l'histoire, tout ça. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais allez, on arrête tout, là. C'est vrai que ça accrédite l'idée que, oui, on ne peut pas ne pas en parler. Effacez vos fichiers, la CGT, coupez-nous le courant. Oui, mais en même temps, comme tu dis, c'est une institution comme le Festival de Cannes et d'autres, c'est elle qui décide de quels films sont légitimes, comment on les hiérarchise,
Et bon, c'est normal qu'on ait un peu notre mot à dire parce que nous, forcément, on conteste ce pouvoir-là, quoi. Enfin, c'est la frustration de gauche de se dire l'agenda, on le maîtrise pas, quoi. Voilà. On nous impose un peu les sujets alors qu'on préférerait que le Festival de Cannes, ça draine 15 personnes qui sont juste des geeks du cinéma d'auteur. Et voilà. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas, je me demandais si on n'était pas un peu tombé dans le panneau. Mais bon. Mais nous, on veut parler de Cannes parce que forcément, on aime le cinéma. Mais c'est vrai que finalement, on peut aussi faire un parallèle avec ce qui sera peut-être un petit peu plus... dont on parlera peut-être un petit peu plus, donc les Jeux Olympiques 2024. Finalement, Cannes, alors je connais pas bien le fonctionnement, mais je suppose aussi que c'est basé quand même sur le travail de bénévoles. Et je suppose aussi que il y a énormément de logements à Cannes qui finalement sont destinés qui sont des Airbnb, qui sont destinés que pour ces 15 petits jours qui doivent être alloués pour une fortune. Enfin, c'est tout un système qu'on va voir à très grande échelle du coup pour les Jeux Olympiques. Mais finalement, Cannes, c'est chaque année que se reproduit un petit peu ce petit système aussi. Et voilà, comme vous disiez aussi, effectivement, le fait que ce soit financé par nos impôts, par le CNC et tout ça, on peut pas non plus faire comme si on était complètement exclu de ça. On peut pas ne pas en parler. Enfin, c'est assez compliqué. C'est une institution qui est trop emblématique et à laquelle on peut pas échapper de toute façon. Et d'ailleurs, Frémo disait aussi dans cette fameuse émission, il disait oui, mais le cinéma n'échappe pas au reste de la société. En gros, c'est pas, oui, certes, il y a des violeurs dans le monde du cinéma, mais bon, comme dans toute la société, quoi. En gros, on va pas plus vite que les autres. Oui, comme si c'était une excuse. Mais et c'est vrai que, c'est terrible, hein. Mais oui, c'est vrai qu'en même temps, le monde du cinéma, ça reste un monde très bourgeois comme beaucoup d'autres secteurs. Et au-delà de l'artistique, il y a beaucoup de choses en jeu, quoi, politiquement. D'ailleurs, moi, ce qui me sidère un peu chaque année, c'est dès qu'il y a les palmarès de Cannes, des Césars, les gens, ils réagissent toujours très premier degré, genre sur les réseaux sociaux, genre « Ah non, ce film, il est beaucoup moins bien que celui-ci. » Et je veux dire, moi, je suis là, mais non, mais il y a tellement d'intérêt en jeu, vous êtes encore à penser qu'on décerne le prix au soi-disant meilleur film. Et bon, du coup, moi, je trouve ce podcast, là, je nous lance un peu des fleurs. Je veux dire, ça remet, non, mais ça remet quand même en avant tout ce qu'il y a derrière le festival et que oui, c'est pas juste le festival de l'art qui décerne les films de manière pure. Tu vois, c'est... La question, finalement, de ta chronique, c'est pas est-ce qu'on avait raison d'en parler cette année, c'est est-ce qu'on en parlera encore l'année prochaine. Oui, qu'est-ce qu'on fera en mai 2024 dans le podcast? On sera encore plus énervé, il y aura des nouveaux scandales. Ça dépend, oui, ça dépendra de ce qui se passe. En terminant, il me restait une citation que je vous ai pas mise dans le quiz tout à l'heure, mais en fait, elle marche bien avec ce qu'on vient de se dire. C'est Jeanne Balibar, l'actrice qui a été aussi dans le jury de Sean Penn il y a quelques années, qui parlait là dans la presse de ses expériences cannoises, puisqu'elle y a été plusieurs fois comme actrice avec des Pléchins, avec Jacques Rivette, etc. Et elle disait que quand elle était membre du jury, il y avait le film Conte de Noël qui était en compétition. Et elle était vraiment très très déçue de pas avoir réussi à convaincre le jury de donner le prix d'interprétation à Catherine Deneuve. Et là, je la cite, « J'avais trouvé extraordinaire ce qu'elle faisait et j'étais très très fâchée qu'on lui ait donné à la place un prix d'honneur. » Et ce qu'elle dit à la fin est vraiment intéressant. Je trouve que quand on a une actrice de la stature extraordinaire de Catherine Deneuve, on la fait pas venir pour honorer le festival. Un prix d'honneur, ça honore le festival. Et vraiment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, oui, c'est les films qui font la promotion du festival et plus vraiment l'inverse. C'est vrai, en fait, de tous les niveaux du festival, y compris des gens qui y vont et des gens qui sont dans les films. Je trouvais ça intéressant. Après, de prendre Catherine Deneuve comme exemple, il fallait prendre des pincettes aussi, peut-être. Mais... Et c'est pour ça que Frémo, il veut Springsteen. Oui. Parce qu'il sait qu'il lui manque une part de légitimité et d'image et de pub dans ce milieu-là et que, en fait, ça pourrait encore lui faire monter son ego. C'est une logique de capitalisme, en fait. Désolé, on a dit beaucoup que les bourgeois et le capitalisme, c'était pas bien dans cette émission, je me rends compte maintenant. Oui. Mais c'est vrai. Mais c'est aussi pour ça qu'on parlait du jury tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a aussi un président du jury, que c'est généralement un homme et que c'est un homme célèbre. Et en écoutant Alice, je me disais tout à l'heure, c'est non seulement de l'entre-soi d'hommes et machin comme on a d'habitude, mais en plus là, c'est rare quand même. C'est un entre-soi de patron.
C'est-à-dire, c'est un patron qui demande au patron d'une autre institution d'aller faire passer un entretien d'embauche à un gars qui va devenir le patron du jury, mais ce mec-là, il est lui-même patron sur le tournage, parce que souvent, c'est des cinéastes. Donc, en fait, c'est vraiment un entre-soi de mecs qui ont du pouvoir et qui jouent à qui sait qui en aura le plus de plus, quoi. Ben voilà, je pense que on va conclure là-dessus. Hein. Ça aura été dans le ton de cette émission. Mais oui, qu'est-ce qu'on fera là, en mai 2024? Est-ce qu'on on sera sûrement invité, on sera sur les marches. Ouais, j'espère. On aura une sélection parallèle sans avenir. La sélection sans avenir. Ça donne envie. On fera des vidéos sponsor par je sais pas quelle marque. Je vais poser une question que je devrais pas poser puisqu'on a fait que bâcher sur le principe dans toute l'émission. Mais vous voudriez qui comme président ou présidente du jury sans avenir? Waouh. Je sais pas. Céline Sciamma. Ouais, Adèle Haenel, on l'a Voilà, oui. Ou sinon, on avait dit tout à l'heure une technicienne, quelqu'un qui est pas sous les projecteurs, quoi. C'est clair. C'est bon, Ouais. on revient. Ce serait intéressant. Bon, on va quand même conclure l'émission en rappelant que nous aussi, on a des projets, que nous aussi, ce podcast est là pour faire notre promotion à nous. Et que pour ça, on remercie notre sponsor. Non, il n'y en a pas. Sarah, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi du coup, ma chaîne s'appelle Vidéodrome. Bon, voilà, on la trouve pas facilement, mais on faut chercher Vidéodrome Coquet, qui serait mon nom, on va dire, le pseudo que j'utilise. Et là, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Les dernières que j'ai fait, c'était avec Clem. Et donc la prochaine, que j'avais promis que je sortirais en mai, sortira certainement dans une grosse semaine, donc peut-être un peu début juin. Et ça parlera des voleurs. Donc voilà, les voleurs au cinéma et puis les voleurs dans les médias, nos vrais voleurs à nous, voilà, les Balkany, les Sarkozy, enfin bon, je m'amuse bien en tout cas avec mes personnages. Trop bien. C'est la prochaine vidéo qui sortira, j'espère bientôt. Sur ta chaîne Vidéodrome. Clémentine, toi aussi c'est sur YouTube? Oui, sur cinéma et politique. Donc ma dernière vidéo c'était sur le soap opéra. Et pour la prochaine, on change complètement d'univers puisque ça parlera ce qu'on appelle des thrillers paranoïaques des années 70, donc états-uniens, style à cause d'un assassinat, les hommes du président, les 3 jours du Condor, enfin ce genre de choses. Trop bien. Et puis mentionner aussi que vous avez fait des vidéos toutes les deux, Vidéodrome, cinéma et politique. Ouais, alors c'était l'année dernière. Ah ouais, mais là, on a le droit de faire de la promo des trucs qui ont un an. C'est vrai qu'on en a fait 8 quand même. C'est vrai que on a fait pas mal. On a fait des vidéos alors en fait, notre sujet globalement, c'était de parler du travail, la représentation du travail des travailleurs et travailleuses au cinéma. Et donc on a parlé de la fiction sur la chaîne Cinéma et Politique. Et notamment donc de La classe ouvrière va au paradis, qui a une palme d'or. Exactement. Mais qui est accessoirement un très bon film aussi. Oui. Donc voilà. Voilà, et on a parlé des documentaires aussi sur le même sujet. Excellent. Vidéo sur le travail, les représentations du travail. Alice? Moi, j'ai aucune actu. Je déteste le travail, mais vous pouvez me retrouver sur Twitter, @philopoulpe. C'est bon. Est-ce que tu Twitch tes parties de Zelda en ce moment? Non. Évidemment, il y a des petits extraits de Zelda, comme tout le monde. Je suis très occupée. C'est ça. Raph, où est-ce qu'on se retrouve? Moi, je fais pas de vidéos, mes constructions, elles sont trop nulles dans Zelda. Mais on me retrouve sur Twitter, Raphaël Jodon, et puis pas d'actu particulière, mais c'est pas grave. Raphaël Jodon, c'est bon. Puis moi, vous pouvez me retrouver à la radio tous les mardis matins de 10h30 à midi sur les ondes de CISM au 89.3 en FM à Montréal. On parle chansons dans une émission qui s'appelle C'est un tube. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi les chansons. Bah oui. Quoi qu'il y a aussi beaucoup de festivals de chansons, il y a aussi beaucoup de compétitions, bref. Et puis Raph, le podcast. Bah ouais, alors d'habitude je dis toujours suivez-nous sur Twitter et tout. Là, les algorithmes revus par Elon Musk, ils sont quand même vraiment tout pétés. Donc suivez-nous sur Twitter et peut-être aussi un peu sur Instagram. On va essayer de mettre plus de choses. Une invention sans avenir ou juste sans avenir, vous trouverez facilement. N'hésitez pas à réécouter nos anciens épisodes. Je crois qu'on a réussi à pas en faire qui soit trop dans la pure actu. Non. Donc ils s'écoutent encore bien. Il y a des gens qui nous découvrent et qui disent j'ai refait tout depuis le début, ça marche, machin. Donc voilà,
Vous avez ça, vous savez quoi faire, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure pub que vous pourriez nous faire. Mettez un petit logo sans avenir au début des génériques de vos films. Soyez inventifs. Ouais. On devrait déposer la marque, ce serait le moment. Là. Ce serait le moment. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous au micro. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve dans 4 à 6 semaines. Allez, ça va dépendre de plein de trucs pour un nouvel épisode. Et ce sera le 20e. Est-ce qu'il nous faudrait un thème concept? On ne sait pas. Si vous avez des idées pour un épisode 20, allez. Donne-nous des idées, on ne sait pas quoi faire. L'épisode pour la police, ça peut être 22. Pas mal. C'est bon, on garde ça. Ok, c'est vendu. Une fois n'est pas coutume, un épisode qui se termine donc sur un calembour. Merci Clémentine et salut tout le monde. Bye. Salut. Salut. N'oublions pas que ce festival est né d'une indignation, d'une colère, un acte de résistance fondé en septembre 1939 à la veille d'une tragédie qui allait enflammer le monde. La raison d'être de ce festival était et demeure l'exaltation de notre liberté. Vous me donnez la parole et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous.